Bonjour à tous. Bonjour. Enfin à tous. Est-ce que je dis bonjour à tous aujourd'hui? Je ne sais pas. Parce que nous n'avons pas Andoni autour de la table aujourd'hui. Je suis simplement avec mon mon cher Zach. Tu as dit enfin là où je rêve? Enfin seul, enfin tous les deux là. Ça on est bien là. Enfin, on peut pas dire qu'on est content non plus qu'Andoni soit pas là, Zach. Non. Non, je plaisante. C'est un manque comme s'il manquait un Power Rangers, comme s'il manquait un Teletubbies, comme s'il manquait un Reine du Père Noël. Ouais, c'est sûr. Ouais, tu vois. Ouais, c'est comme si les Power Rangers, il n'y avait pas le rose dans les Power Rangers, tu vois. Ouais, et puis je me rends compte que c'est peut-être le moins névrosé de nous trois, et du coup, quand c'est parce que c'est le plus jeune. Il a pas mangé 10 ans de plus dans la gueule, tu vois. Mais ouais, c'est ça. Oui, t'inquiète pas, dans 10 ans au dos, je pense que le niveau de névrose, il sera quand même assez haut. Mais non, je comprends ce que tu veux dire, c'est normal. Mais on lui passera un petit coup de fil durant l'émission, on ira prendre de ses nouvelles, on vous expliquera aussi pourquoi il n'est pas là, pourquoi il n'est pas avec nous aujourd'hui. Bon, il a des bonnes raisons, honnêtement, il a plutôt de bonnes raisons. On essaiera de l'appeler... à un moment de l'émission, on lui passera un petit coup de fil pour prendre de ses nouvelles. Et si on commençait, mon cher Zach? Mais ça fait bizarre de faire cette émission qu'avec toi, mais je te connais par cœur, tu me connais par cœur, on va la faire du mieux possible cette émission, n'est-ce pas? Bien sûr, mais oui. Bon, et si tu me racontais un peu ta semaine, comment ça va? Est-ce que ça va vraiment? Écoute, la semaine, elle était intense. Hein. Elle était plutôt tranquille jusqu'au jeudi. Okay. Et le jeudi après-midi, tout s'est accéléré. Entre le jeudi après-midi et le vendredi soir, j'ai eu un contrôle URSSAF sur mon entreprise. Ok. Le lendemain, j'ai eu un ATD imprévu des impôts sur le compte de mon entreprise. J'ai eu un ATD imprévu sur mon compte perso. Et après, à 15h, j'ai eu le départ de deux collaborateurs avec qui j'aime beaucoup travailler, qui m'ont dit que ils allaient partir vers d'autres horizons. Okay. Donc, le vendredi soir, j'étais dans un état de léthargie. Oui, j'imagine. Ouais. Je regardais dans le vide, comme ça. J'attendais la mort. Ouais. C'était un peu en contraste avec le printemps qui arrivait, le beau temps, etc. Mais ouais, bien sûr. En plus, c'est vrai. Ouais, il y avait vraiment un fort contraste là-dessus. Donc, mais bon, écoute, c'est la vie. Mais ce week-end, j'étais quand même un peu hagard. Le samedi après-midi, normalement, je le passe toujours à l'extérieur. Je fais des trucs. Le samedi après-midi, j'avais besoin de me recroqueviller, tu vois, sur moi-même. Ok, donc t'es resté chez toi tranquille devant un film, un truc comme ça? Ouais, j'ai fini une série dont on va parler tout à l'heure. Ah oui. Ne spoilons pas. Mais tu as raison. Après, j'ai eu des activités sociales le soir. Ouais, ça va. Des activités sociales, j'aime bien, c'est bien ça, le mec. On est vieux, putain, des activités sociales. Oui, t'allais boire un verre, quoi. Ok. Exactement. Okay. Bon, écoute, je te propose, sans plus tarder, de passer à la section des questions. Être ou ne pas être, c'est là la question. Bonne question. Ma question préférée, qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille? Vous pouvez répéter la question? Ah oui. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. La section des questions. Mais qu'est-ce que la section des questions? Vous allez nous demander. Évidemment. C'est dans le nom, quoi. La section des questions, c'est facile. Sur Instagram, vous pouvez nous poser toutes les questions que vous voulez. Chaque semaine, on met une petite story et vous pouvez répondre tout simplement en nous posant des questions. Même ce que vous voulez, je sais pas, tout ce qui vous passe par la tête, on est preneur. Et même un petit bonjour, des petits bisous, on est là et on réceptionne évidemment pour en parler dans l'émission. Et cette semaine, Zach, j'espère que tu es prêt. On a une sacrée dose de questions et il va falloir être franchement efficace parce que là, on pourrait faire une émission entière de questions. Je te le dis honnêtement. Donc, en plus, t'as posté le truc il y a pas longtemps, non? Ouais, hyper tard, comme d'habitude, très en retard. Dimanche non, dans la nuit, quoi. Dans la nuit. Donc, tu l'as pas posté cet après-midi? Ah non. On l'a reposté, avec nos comptes perso, mais sur le compte, elle y est depuis dimanche. Enfin, dimanche dans la nuit. On commence avec une question du Duc des Chalets. Duc des Chalets, grand habitué du podcast, qui nous dit « First, au moins je ne suis pas en retard » ou je ne sais pas quoi là. Parce que la dernière fois, on lui avait dit qu'il était en retard pour ses questions et qu'elle n'avait pas pu passer dans l'émission. Donc il enchaîne avec « Bref, messieurs, votre arrondissement préféré de Paris ?» Tiens, très bonne question. Quel est ton arrondissement préféré de Paris, Zach ?
Écoute, en toute objectivité, Ouais. non, en vrai, putain, parce que je suis plus parisien, j'ai vécu dans le 11e pendant 7 ans quand même. Ouais. Bon arrondissement je pour dirais que sortir, c'est- quoi. Ouais, je dirais que c'est le Marais et tout, c'est quoi? C'est 3, 4? C'est 3, ouais, c'est 3. 3, ouais. Premier 3. Non, tu sais quoi? J'ai un attachement, je sais pas pourquoi, à Bastille. Bastille, Donc, ok. Ouais, Bah, j'adore écoute, Bastille. Bastille, très bien. Pour sortir. J'adore Bastille. Pour l'ambiance. Non, pas forcément pour sortir, non, parce que tu peux mourir, mais... Ah oui, ça, c'est sûr. C'est sûr. Non, Glap, oui. tu sais, tout ce qui est le petit port, là, de Port-Royal, machin, là. Ah oui, juste C'est en là, dessous, c'est ouais, pas bien vrai. sûr. Ouais. Ouais. Et en fait, j'avais l'habitude de faire mon footing. Je partais de la place de la Bastille. Enfin, je descendais de Nation. Je passais pas Bastille. Je descendais. Je passais sur les quais. Et moi, en tant que Marseillais, si tu veux, c'était le seul endroit où je pouvais voir un quai avec des bateaux. Avec de l'eau. En plein Paris. J'avais l'impression d'être en Bretagne, tu vois, Ouais. ou en Corse. Après, tu t'as vois. tous les quais de Seine aussi qui sont plutôt cool, où maintenant il y a des Et après, je petits partais bars, et je etc. faisais tous les quais de Seine et j'allais jusqu'à Musée d'Orsay, je crois. Et après, Ok. je revenais. Ouais, Ça faisait une belle trotte. ouais, c'est mignon en plus, c'est cool. Et le 12, ouais, j'adore. J'aime bien l'espace dégagé de la place de la Bastille. Ouais. Historiquement, quand même, c'est pas rien. Ouais, c'est un symbole. Et ouais. il y a plein de petites rues. Après, tu rentres dans le Marais par les petites rues, etc. Et c'est vraiment le secteur que je kiffe, quoi. D'accord. Avec la ok. place des Vosges, tout ça. C'est vraiment un coin que j'adore. Ok. Est-ce que tu as compris quand j'ai dit qu'il fallait être efficace? Tu te souviens de ça? Ouais, C'est ouais. parti il y a Non, quelques pas secondes. du- non, mais là, Ça, c'était tu une m'as seule lancé question. sur des- Tu as raison. tu m'as lancé sur des trucs un peu nostalgiques, Mais tu tu as vois. raison. Donc après, je commence à partir dans mes Il souvenirs. faut bien répondre aussi aux Pardon, auditeurs. pardon. Pour ma part, mon arrondissement préféré, c'est pas un arrondissement de Paris, c'est simplement Boulogne-Billancourt. J'adore Boulogne, c'est calme, c'est Ah, mec. familial, il y a tout ce qu'il faut à J'ai Boulogne. tellement peur que tu dises ça et tu l'as dit. Ah putain. bah ouais, mais moi j'adore Boulogne. Je sais pas pourquoi. Mais j'adore ça. Et en plus t'es au calme. Voilà, moi c'est ce qui m'intéresse. Ah, ça, Pour c'est vivre, c'est que t'es calme. Voilà. Mec, c'est des pompes funèbres. Eh bah très c'est des bien. pompes funèbres avec des impôts locaux. Je vis dans un cercueil. Yes, oui. Bah ça. écoute, c'est pas grave. Moi ça me va. Franchement, pour être au calme, il y a rien de mieux que Boulogne-Billancourt. Allez. T'as raison. Deuxième vraie question du Duc des Chalets. Avez-vous déjà testé le train couchette? Il parle des trains de nuit, je suppose. Non, mais j'ai parlé avec plusieurs personnes qui l'ont. Je vais être efficace. Hein. Je Ouais. veux le prendre. J'ai parlé avec des gens qui m'ont dit que c'était la frappe. Et Moi je trouve aussi. ça trop bien de dormir et de te réveiller. Ton voyage, il est terminé, t'as dormi. Bah ouais, efficacité. bah putain. Et moi aussi, j'ai eu des conversations. Cette semaine, il me semble, il y a quelqu'un qui a pris un train de nuit et qui m'a dit c'est trop bien en fait, il y a rien de mieux. Mais Ouais. sur le papier, moi j'ai trop envie de faire ça aussi. Et je me souviens que le ministre des Transports de l'époque, Clément Beaune, avait fait la promotion de ces nouveaux trains de nuit parce que visiblement c'est une nouvelle formule. Mais ouais, ça avait l'air vraiment cool. Ouais, mais j'ai peur de me faire. Enfin, tu le sais, je suis un aimant à agression, donc j'ai peur de me faire agresser pendant que je dors. Ouais. Donc, Après, il faudrait que je voilà. loue la cabine entière, tu vois. C'est ça, Pour et moi. ça peut revenir très cher. Ouais, c'est ça. Parce que Du coup, j'ai normalement, je crois que abandonné, tu vois. t'es à 4 de 4 à 6 en fait dans la cabine. Ouais. Donc, ça, ouais. Non, mais moi, C'est j'aimerais un bien peu- prendre un petit train qui va en Europe de l'Est, là, tu sais, qui traverse. Tu sais, les vieux trains à l'ancienne. Ouais. Ou alors, et moi, je t'avais envoyé un message, là, pour qu'on se fasse un séjour en Irlande. Ok, Et il ouais. y a un train qui va à Cherbourg, tu peux le prendre la nuit. D'accord. Ah bah vas-y. Voilà. Chaud, Ok, avec grand allez, on y plaisir. va demain. On va Prends tes billets, dormir bébé. dans le train. Yes. Trop bien. Dernière question du Duc des Chalets. Comment vous vous êtes rencontrés? Est-ce qu'on Par raconte du harcèlement moral. la vraie histoire? Bah voilà. Vas-y, je te laisse raconter, vas-y. Ok, 2005, rentrée de la première au lycée, un nouvel À élève Marseille, fait son d'ailleurs, à apparition à Marseille. Un nouvel élève fait son apparition à la pré-rentrée scolaire. Oui. Il porte un polo rose de couleur cochonou et il est mouflu et blond. Il est dans le coin de la classe et moi, je suis un peu le populaire de la classe. C'est vrai, ça. Le mec un peu cool qui fait des vannes. Avec Et je un blouson de biker, je me souviens. Blouson biker que j'ai toujours récent, mais j'ai toujours ce style de blouson. Ouais. Et je te bully, en fait, clairement. C'est-à-dire, je commence à faire des vannes sur ton polo devant tout le monde. Ah oui, ça a commencé dès le premier jour, dès la première heure, si je dis pas de bêtises. ouais. Hein. J'arrive et je me Et- prends ça dans la gueule, je fais ah bah bienvenue à Marseille. Je fais yes, c'est trop Et bien. en plus, c'était l'époque où j'avais les cheveux un peu longs avec mon serre-tête. Je me souviens. Ouais. Serre-tête avec gel effet mouillé, tu vois. Donc j'avais vraiment une tête de con et je t'ai bully. Et à la fin de l'année, on était meilleurs amis. Ouais, ouais, c'est vrai. Et c'était beau. Voilà. Ah ouais, c'était beau. Comme quoi, tout le monde fait des erreurs, bravo de le reconnaître.
C'est Et ça. je t'en ai pas tenu rigueur, pour le coup, parce Moi que non plus. au fond, il y avait rien de méchant non plus, et puis j'avais le sourire à chaque fois que tu me faisais une vanne. Donc, bref, ce n'est pas un comportement à reproduire, tout de même. Non. Voilà. Mathilde, notre rédactrice Yes. en chef, on va enchaîner avec ces 17 questions, évidemment. Non. Elle va mal le prendre. Une question pour... Mais non, qu'elle ne le prenne pas mal, on est toujours ravis d'avoir des questions de Mathilde, enfin. J'ai une question pour Ando, on lui garde quand on va l'appeler, non? Qu'est-ce que t'en Ouais, penses? garde-le au chaud. On va lui Ouais, garder vas-y. ça. Elle a un petit prisme cette semaine, visiblement, élection européenne. Ok. Mhm. Et elle a plein de questions sur cette thématique-là. Première question, est-ce que le match est déjà plié pour Bardella, en gros? Je sais pas si tu as vu les derniers sondages. Ouais. On est sur... donc, je vais donner 30. les chiffres en direct, comme ça, ce sera beaucoup plus Je crois simple. qu'il t'a appelé plus de 30, je crois. Alors attends. Exactement, je vais te donner les chiffres. Voilà. Dernier sondage Ipsos pour le Parisien. Le Rassemblement national est crédité de 32%. Exactement, plus de 30%. Renaissance, donc le parti présidentiel, est à 16%. Et la percée notable, c'est celle du Parti socialiste, donc la liste de Raphaël Glucksmann, qui tape les 13%, qui revient donc à seulement 3 points de la majorité. Glucksmann, tu le voyais monter aussi fort, représenter quelque chose de fort? Pas du tout, parce que personnellement, j'ai rien contre le gars ou ses idées politiques. C'est dans l'incarnation du mec et son charisme, je me suis dit, il va pas aller loin. Et en fait, j'ai assisté au débat Ayé contre Marion Maréchal. Ouais. Et vraiment, en termes de elle s'est faite plier en deux pendant le débat, la pauvre. Elle a vraiment morflé face à Marion Maréchal, qui était beaucoup plus habituée Oui, bien à sûr. l'exercice. C'était vraiment la ceinture noire contre ceinture blanche. Et je pense qu'elle a perdu beaucoup de points à cause de ce débat. Et alors, sans donner d'idéologie politique ou militer pour quelconque idéologie politique, moi, Ayé, je l'avais trouvé, je l'avais vu pour la première fois chez Quotidien, parce que c'est quelqu'un de très discret. Mhm. Et je l'avais trouvé dans tout le paysage politique. Je me disais, putain, elle a l'air plutôt franche et investie et incarnée. Et elle avait l'air d'incarner vraiment ses idées. Ouais, là, elle s'est fait défoncer, la pauvre, comme la chef de Monsieur Seguin, quoi. Mais ouais, mais le problème, Et, c'est que face à Marion Maréchal, la forme, elle la maîtrise à 4000%, Marion Maréchal. Ouais. Ça fait des Elle est années très, très forte. qu'elle fait ça. Et il faut dire qu'elle a un certain talent pour faire ça aussi. Et là, Ouais, bien sûr. elle se trouve confrontée à, pas une jeunette en politique, on peut pas dire ça comme ça, mais en tout cas, une personne qui a très peu de mise en lumière habituellement et qui là se retrouve un peu propulsée sur cette élection-là. Ouais. C'est compliqué, Ça a fait effectivement. mal, ouais. Donc ça m'étonne pas. Je suis à peu près sûr qu'elle aurait pas dû accepter ce débat. Mais bon. Ouais. Mais tu as raison. Et donc Glucksmann, pour moi, honnêtement, je suis très agréablement surpris par toutes les propositions, par les idées, mais j'avais une seule réserve, c'était le charisme de la personne et sa possibilité d'incarner. non. Mais c'est vrai, ça compte. Oui, ça compte. Tout compte. Tu as raison, tout compte. Mais je m'arrêtais pas à ça. Je me disais simplement, en gros, sa capacité à incarner quelque chose au niveau politique, parce que tout le monde le voit un petit peu comme, un idéologue de gauche, sans pour autant le mettre dans telle ou telle case. Alors que là, il faut vraiment être un animal politique pour se lancer dans une élection comme ça. Tu vois, faut représenter quelque chose, faut avoir une vraie incarnation. Même problème qu'Ayé, pour le coup. Et je me suis dit, il allait pas passer le cap. Écoute, je me suis un petit peu trompé. Et là, visiblement, il arrive à remonter dans les sondages. Quoi qu'il en soit, je tiens à dire que le niveau général est super bas, dans tous les cas. Ouais. Enfin, moi, je suis frappé quand je tombe sur des débats dans les années 70-80, que je vois ce qu'on a aujourd'hui, je me dis, putain, qu'est-ce que ça a baissé. Ah non, oui, ça n'a pas changé. La politique n'a pas changé. On fait souvent, on est confronté dans les débats, dans les prises de parole, à de la vieille politique, des vieilles phrases, des vieilles combines, entre guillemets, qui permettent de se montrer, de faire le buzz, et simplement, voilà. Alors que des vrais débats, idée contre idée, ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Alors, je vais répondre à votre question, mais permettez-moi d'abord de vous dire. Exactement. Chaque fois, ils sortent ça, c'est fou. Mais oui. Et au final, tu remarqueras, ils répondent pas à la question. Voilà. Mais je pense qu'en fait, parce que je me suis toujours dit, si je me lançais en politique, putain, j'espère que je ferai pas cette connerie, mais je suis sûr que je serais comme un connard à la première question sur un plateau à répondre direct. Ouais. Parce que je serais sûr, je me dirais, putain, tu vois, là, je suis subversif, et là, enfin, les gens, ils vont se dire à quelqu'un qui répond à une question. Et là, je pense qu'en fait, tu sors du débat.
Et t'as tes équipes de com qui disent mais t'es con quoi, pourquoi t'as répondu à la question directement, il faut jamais faire ça, espèce d'abruti. Jamais. Tu vois. Après, en fait, je pense que il y en a des personnages un peu qui sont un peu plus francs, qui ont du franc-parler. Moi, je pense à Fabien Roussel. Quand tu me dis ça, répondre à la première question. Fabien Roussel, il va, en vrai, sur certaines thématiques, il va pas par quatre chemins, tu vois. Il va répondre cash, clairement. Et puis, en vrai, j'ai un souvenir très particulier. Quand tu veux aller le titiller un petit peu, tu lui reposes une deuxième fois la question, tu lui dis bon, oui ou non, et lui va dire bon, vous voulez que je réponde? Eh ben oui, voilà. Et tu vois, et ben au moins, ça change et ça fait du bien aussi d'avoir ce genre de transparence en politique. C'est des choses auxquelles on n'est pas habitué, tout simplement. Exactement. Deuxième question sur l'élection européenne. Elle nous demande un rappel des règles concernant le temps de parole. Donc là, Mathilde, elle fait allusion aux règles que doivent respecter les médias, en général, sur le pluralisme en politique. En gros, pour schématiser un petit peu, chaque chaîne de télé ou chaque radio doit accorder le même temps de parole avant l'élection à toutes les listes des candidats aux européennes. Les temps sont comptabilisés et en gros, sur une période de 8 semaines, on doit avoir un temps équitable entre chaque liste. Voilà, et c'est comme ça qu'on garantit le pluralisme politique, du moins en leur représentation dans les médias. Dernière question de Mathilde sur l'élection européenne, et celle-ci est un peu plus coquine. Coquine parce que elle fait allusion à quelque chose, et je ne sais pas si tu l'as vu. Elle demande « Faire le buzz avec une affiche retouchée, bonne ou mauvaise idée ?» Bonne idée déjà, mauvaise idée ? Mais non, mais je pense qui ne retouche pas sa putain d'affiche. Mais en fait, ce qui me dérange le plus en France, et ce qui me dérange le plus avec la politique en France, pour avoir vécu un petit peu en Suisse, où ça se passait pas du tout comme ça, c'est à quel point on a médiatisé maintenant, et c'est devenu je suis un robinet d'eau tiède en disant ça, mais on a médiatisé ce métier et c'est devenu des petites rockstars, tu vois, qui pensent énormément à leur image. Mais alors, c'est intéressant justement pourquoi tu parles de la Suisse, parce qu'en Suisse, les gens ne sont pas connus. Les dirigeants, les politiques, ils sont discrets. Les plans sont discrets. Ah ouais, ils sont discrets. Je sais pas, tu mates le Conseil des ministres, on dirait la montée du Festival de Cannes avec les photographes et tout. Tu vois ce que je veux dire? Ils s'arrêtent et ils posent et t'as envie de les éclater, de dire frérot. T'es à 10 000 bruts par mois, j'ai envie de te faire un croche-patte, là j'ai eu ma déclaration d'impôt à faire. Va bosser, putain, tu vois. Oui, je comprends l'image, c'est vrai, l'image est étonnante. À chaque fois on se pose plus la question, mais... Regarde Attal, tu vois, et après, il va pas tarder à se faire défoncer par le patron, je pense, tu vois, mais Attal, là, il passe son temps à... Mais on le voit très bien dans la série Tapi, à un moment quand Tapi est ministre, et pourtant c'était dans les années 80. En fait, il est nommé ministre, et dans son cabinet, il a une dizaine de mecs qui bossent, en fait. Bien sûr. Vois, et qui le conseillent, au final, c'est un porte-étendard, mais là, aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment au paroxysme de l'exercice de communication, où vraiment, c'est des vecteurs de messages du parti politique, et le message, finalement, et les discours et les idées sont bossés par des cabinets comme on pourrait le faire avec un cabinet de consulting, quoi. On confie la compétence à des experts, et nous, on véhicule ce message derrière, un peu comme un présentateur télé qui a un prompteur, en fait, tu vois. Et qui a une équipe de rédacteurs, et j'ai l'impression en fait que c'est un peu devenu ça. Donc pour répondre à ta question sur le fait d'avoir une photo retouchée, en vrai j'ai envie de te dire, ils ont plus que ça à foutre en fait, travailler leur image, tu sais à quoi être coachés sur leur diction et leur élocution. Elle fait référence. Ouais, je vois. Alors justement, c'est la candidate écologiste Juliette de Cossens qui a publié une photo sur X dévoilant son corps et son visage retouchés par l'intelligence artificielle. C'est pas seulement Photoshop. Là, on a passé un step, tu vois. Elle assume sa démarche qui serait d'une manière pour elle de se distinguer parmi la foule des candidats aux élections européennes. Elle a déjà été remarquée en 2023. Elle avait déjà retouché son image lors de précédents scrutins. Et déjà, à l'époque, c'était que du Photoshop. Mais Photoshop bien hardcore, car on la reconnaissait quasiment pas. Là, c'est vraiment autre chose. C'est l'intelligence artificielle qui a retouché sa photo. Et vraiment, on dirait une toute autre personne. Je me dis, en fait, là, il y avait plus aucun graphiste qui voulait bosser avec elle. C'est possible. C'est possible. Madame, là, on vous reconnaît plus. Je suis désolé, je participe plus à ça. Elle a dit, tu sais quoi, je l'ai demandé à l'IA. Oui, mais ChatGPT, il a dit, vas-y, je change ta gueule. Et l'année prochaine, elle va dire, vous savez quoi, je vais mettre une photo de Jennifer Lopez parce que finalement, j'aime bien cette femme. Mais attends, et je vais mettre sa gueule à elle, tu vois. Tu vois, tu dis, tout le monde retouche ses photos, mais on peut aller jusqu'où en fait? C'est quoi la marge de manœuvre? Parce que maintenant, grâce à l'IA, on peut faire des trucs de fou. C'est quoi la marge de manœuvre? En gros, on retouchait jusqu'à quel point? Est-ce qu'il faut être il faut être reconnaissable. Enfin, tu vois.
Là, c'est de la thanatopraxie. Hein. Mais, Ils sont partis de. C'est incroyable hein, ce qu'elle a fait. Oui, elle est allée, en vrai, elle est allée un peu loin. Et clairement, après, par contre, ça a bien marché. Hein. On a parlé d'elle partout. Elle a fait le buzz. Bon, je pense que c'est moins dangereux l'usage de filtres pour une affiche politique que sur une appli de rencontre. C'est intéressant ça. Ok, d'accord. Ouais, je confirme. J'ai eu des expériences qui m'ont fait vraiment maudire les filtres de beauté. Ok. Vraiment, j'ai eu de la publicité mensongère. Vraiment. Ok. Donc, bon. ouais. Bah, pas grave, on leur demande pas d'être beau de toute façon. Non, malheureusement, comme tu disais tout à l'heure, ça compte aussi. Et ça, il faut le prendre en compte. On va passer à une autre question de Mathilde Lise qui nous parle du match retour OM Benfica jeudi. Est-ce qu'on garde espoir, Zach? On va repréciser que tu es un supporter fervent. C'est quoi? Là, ça a un peu bugué, j'ai pas entendu cette question. Du coup, est-ce qu'on peut passer à la question d'après? Alors, on va rassurer nos auditeurs, il a très bien entendu la question. Alors, l'OM, tu sais, le club que tu soutiens, l'Olympique de Marseille. J'ai compris. Je vais être très, très, très cash. Oui. Je connais très bien l'OM. Ouais. On est au fond du trou. Là, on est en train de se battre pour la 5e place. Il y a encore 2 semaines, on croyait encore à la 3e. Alors, je vais te dire ce qui va se passer, parce que je connais ce club par cœur. Il y a beaucoup plus de probabilités pour qu'on ne passe pas. Parce que l'OM, c'est ça. C'est au moment où tu les attends pas, ils passent. Ok. Du coup, tu commences à y croire. Tu dis, ouais, mais c'est vrai que c'est le premier club de France. Putain, mais on va arriver en finale. Et ils vont peut-être aller au tour d'après. Et sur une autre dinguerie, ils vont peut-être gagner, on sait pas. Tu vois, les mecs de Benfica, ils vont tous avoir la gastro la veille. Tu vois, je sais pas ce qui va se passer. Et on va peut-être passer. Okay. Et on va tous y croire. Et ils vont faire un gros caca au tour d'après. Et là, c'était pareil. C'est tout le temps ça. Le cycle c'est le de même l'OM, schéma. C'est le schéma qui se répète. On y croit. Ah, petit faux pas, petite méforme. Ah, deuxième petit truc. Ah, oh, c'est la crise. Oh, les gars, c'est la crise. Ah, putain, regardez, ils ont fait un miracle. Oh, mais en fait, oui. Pourquoi on a arrêté d'y croire? Ils sont formidables. Et hop, gros caca. Ah, putain, c'est la crise. Virez-moi le truc. On vire, on reprend un nouveau mec, on change, on trie. C'est une horreur. Mais t'as raison, j'ai un peu cette impression-là avec l'OM, c'est que en vrai, dans le football, chaque club a des cycles de plus ou moins bonnes performances, de crise, etc. Comme tu dis, ça arrive. Mais j'ai l'impression que l'OM, ces cycles de crise sont tellement courts et tellement rapprochés que tu te dis, mais attends, mais comment c'est possible de survivre une année comme ça, quoi? Là, il commence à y avoir on commence tous à tiquer parce que tout le monde fait passer l'OM pour un pauvre petit club qui n'a pas les moyens du PSG. Quand tu vois l'oseille qu'a l'OM et qui dépense sur le marché des transferts quand même depuis quelques années, on est un des plus gros budgets de France. Et là, les gens commencent à se demander vraiment comment est dépensé l'argent, tu vois. Ouais. Donc, je pense que Bruno Le Maire a plus de comptes à rendre que Pablo Longoria actuellement, mais quand même, on commence à le questionner sur sa gestion et il y a quand même des soupçons, sachant que c'est un ancien agent. Pablo Longoria, on se demande même s'il n'y a pas des délits d'initiés où en fait il a fait profiter certains potes à lui, agents, en ayant des trucs, en prenant des joueurs moyens de gamme à hors de prix en fait. Et c'est peut-être ce qui est en train de se passer. Donc c'est ce qui se dit. Et de toute façon, dans le foot, ça a toujours été ça. Le nombre d'agents qui refilent des joueurs, par exemple, genre en gros, tu veux mon joueur, bah ok, mais tu vas me prendre celui-ci aussi à tel prix et comme ça au moins ça va le faire évoluer. C'est un peu ça. C'est un monde de requins, on va dire, tout à fait. De petites escroqueries à la limite de la légalité. On va dire ça comme ça. Exactement. Dernière question, monsieur, de Rohan84. Bonjour la médecine, bonjour la pneumologie, on peut dire. Bonjour professeur. Bonjour. Professeur. Elle nous demande tout simplement, où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans? Putain. Alors, tu vois le cimetière à gauche là? En passant à droite. Le cimetière, ouais. Tu vois Pôle emploi? Pôle emploi? Non, évidemment pas. 5 ans. Ah putain. Dans 5 ans, je me vois. Tu te vois quoi déjà? Question, hein. Tu te vois psy? Tu te vois homme d'affaires? Tu te vois quoi? Non, déjà. Je me vois plus du tout dans les affaires. D'accord. Je me vois plus entreprendre. Enfin, en tout cas, pas comme aujourd'hui où ça me prend 2/3 de mon temps. Ok. Là, j'ai commencé à bien réaménager mon quotidien pour que ce soit plus le cas, parce qu'il y a encore 1 an, je bossais 12 heures par jour pour ce métier-là, et là, j'ai bien lâché quand même le truc. Enfin, ok. J'ai moins de temps opérationnel, mais tout ça pour dire que petit à petit, mon but, c'est de revenir vers un métier plus vers la psy. Okay. Un métier qui te plaît, quoi. Ouais. Mais la recherche me fait beaucoup et l'enseignement me plaise beaucoup aussi, donc je commence à pister ces pistes-là, et notamment en matière de neuro. C'est bien, ouais. Ouais, je suis actuellement dans un cours de spécialisation en neuropsychologie. Ok. En parallèle de mon travail, bien sûr. Bon, bien. Voilà. Bien.
Non, moi, dans 5 ans, je me vois pas bouger. Je suis toujours journaliste, ça c'est certain. Est-ce que tu te vois à Boulogne-Billancourt? À Boulogne, alors tu vois, justement, la première chose qui m'est venue à l'esprit quand on m'a dit où est-ce que tu seras dans 5 ans, c'est plus la localité. Parce que le métier que je fais, je l'adore et honnêtement, je suis passionné par ça. Mais c'est plus la localité, ouais. Genre, après, c'est pas très compliqué avec moi. Hein. Il y a 3 choix possibles. C'est soit je reste à Paris, enfin 4, on va dire. Soit je reste à Paris, sinon je vais à Londres, Montréal ou New York. Et je me vois pas ailleurs. Voilà. Donc, Ouais. Si je bouge ça, c'est quelque simple. part, c'est pour un autre pays, ouais. Moi aussi. ouais. Ah oui, non, je vais pas aller à Strasbourg. Les Strasbourgeois, on vous aime. On Ouais. vous fait plein de bisous quand même. Mais en tout cas, oui, non, Londres, New York, Montréal. Voilà. Pas mal. Et si on parlait d'actu un peu, Zach? Parce que Parlons d'actu. quand même, hein, on est dans Glitch à la base. Et que clairement, c'est une émission qui est censée vous informer, chers auditeurs. Et on va parler de choses pas forcément réjouissantes aujourd'hui. On verra dans un second temps, peut-être un peu plus. Avec, si je vous dis Jeux Olympiques, bon, ce sera notre deuxième actualité. On verra un peu plus tard. On va commencer simplement par parler de ce qui s'est passé entre l'Iran et Israël. L'Iran a mené une attaque d'ampleur sur Israël dans la nuit du 13 au 14 avril. Téhéran a envoyé plus d'une centaine de drones et missiles sur l'État hébreu. La cause, du moins la raison invoquée par l'Iran, c'est une frappe attribuée à Israël sur le consulat iranien à Damas en Syrie. En réaction, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, avait promis de punir Israël. D'un point de vue militaire, il faut être très clair, c'est un échec total, car 99% des drones et missiles ont été interceptés en vol, notamment grâce à l'aide des USA, de la Grande-Bretagne et de la France. Aujourd'hui même, l'État israélien réfléchit à une riposte et surtout à la forme que prendra celle-ci, mais aucune décision n'a été prise pour le moment. On va revenir brièvement sur cette attaque directe et inédite. On va essayer de vous faire comprendre les enjeux. On pourrait se dire que c'est loin de nous, que cela ne nous regarde pas plus que ça. Détrompez-vous, car une escalade entre ces deux pays pourrait avoir des conséquences catastrophiques sur l'équilibre mondial. Zach, quel regard tu portes sur ce qui s'est passé ce week-end et comment tu vois la suite, tout simplement? Le regard que je porte au début, ma première impression, ça a Ouais. été l'étonnement. Parce que je me suis dit, vraiment, je me suis dit, les États-Unis nous refont le coup de l'Irak. C'est-à-dire que je me suis dit, ça vient pas de l'Iran. Ouais. C'est les États-Unis qui sont en train de créer une sorte de propagande pour en profiter, pour s'occuper de l'Iran, comme ils se sont occupés de l'Irak, sous prétexte d'armes chimiques, et Ok. profiter de s'occuper de l'Iran, qui est quand même une place centrale et qui est un allié de la Russie militairement actuellement avec la Corée du Nord, où je me suis dit, en fait, en affaiblissant l'Iran, il y avait double avantage, c'était leur éviter de trop avancer dans la production de leur arme atomique, et surtout arrêter le soutien militaire qu'ils portent à la Russie, ce qui affaiblirait la Russie et arrangerait grandement les États-Unis. Et puis prendre possession de l'Iran et des territoires iraniens pour une puissance occidentale, ça serait quand même un sacré coup de maître, sachant que l'Arabie Saoudite est plutôt côté Occident au niveau des accords, et enfin jusqu'au 7 octobre, Mhm. enfin jusqu'à l'après 7 octobre. L'Arabie Saoudite est plutôt de l'autre côté, et plutôt pas trop pote avec l'Iran. Du coup, je me suis dit, le scénario est cohérent. Après, j'ai capté qu'en fait, non, ça venait vraiment de l'Iran, parce que j'étais un peu parti dans un délire. Mais, Ouais, en vrai, c'est vrai que t'allais loin si on schématise, c'est une stratégie d'échec, que t'allais un peu loin dans la stratégie d'échec, et t'as émis beaucoup d'hypothèses, là, clairement. Mais là, justement, pour aller à l'encontre de ce que tu dis, les USA ont mis en garde Israël en disant simplement, non, vous n'allez pas contre-attaquer de façon forte, et on ne vous suivra pas si c'est le cas. Ouais, ok, mais il y a 20 ans, ils ont dit, vous avez vu, il y a des armes chimiques en Irak, il faut absolument y aller. Frérot, il n'y avait pas d'armes chimiques, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est il y a 20 ans. J'ai rien contre les États-Unis, mais tu dis un truc, j'attends un peu derrière ce qui se passe, tu vois. Qu'est-ce que l'Iran, en vrai, avait à gagner en faisant cette attaque-là, selon toi? Pour moi, l'Iran, elle avait tout à perdre. Et sans rentrer dans ma première pensée qui était limite complotiste, pour être plus concret, parce que là, c'est indéniable que ça vient de l'Iran. L'Iran, ce qu'elle avait à perdre, elle avait tout à perdre, parce que l'Iran, depuis le début du conflit ukrainien, elle se fait discrète et ça l'arrange. Alors, le but de l'Iran, c'est se renforcer dans sa position nucléaire, et du coup, son amitié avec la Russie
lui a permis de faire marcher son commerce parce qu'elle exporte énormément d'armes à la Russie pendant le conflit ukrainien. C'est un grand allié militaire de la Russie. Mais en parallèle, elle aime la tranquillité. D'ailleurs, elle n'est pas du tout intervenue au début du conflit israélo-palestinien parce qu'elle a envie d'être tranquille pour continuer à se renforcer elle de son côté pendant que tout le monde se charcle. Et là, je me suis dit, mais c'est paradoxal, ils ont tout à perdre. Et après, l'attaque en elle-même, je l'ai trouvée étrange parce qu'elle est d'ampleur quand même. Hein. On parle vraiment de plus d'une centaine de drones et de missiles. Et quand tu regardes le bilan chiffré, tout ça, ça représente énormément d'argent, même à l'échelle d'un pays. Hein. Ouais, mais au final, en termes de pertes réelles pour Israël, en termes humains, etc., il n'y a pas eu un impact de fou furieux. Non, bien sûr. Symboliquement, c'est très fort. Hein. Symboliquement, c'est très fort. Tu penses que c'est juste une histoire d'honneur ? En gros, ils ont été attaqués, selon eux, entre guillemets, quand l'ambassade à Damas a été touchée. Et simplement, ils voulaient répondre pour ne pas laisser cet acte impuni, en gros. Moi, je me demande si la Russie, elle les a pas un peu encouragés en disant on vous suit. Et je pense que la Russie, ça les arrange que ça s'embrase un petit peu. Pour qu'on défocalise l'attention sur le conflit ukrainien. Je pense que la Russie n'y est pas pour rien, mais l'Iran, parce qu'elle agit pas solo, je pense, sur ce coup-là, et je pense tu fais pas un mouvement comme ça sans savoir que tu as des alliés qui vont te suivre si jamais ça part plus loin, quoi. Donc, faut vraiment élargir le scope. Justement, je pense que l'Iran, justement, on fait une affaire tellement personnelle et genre, si on déschématise, c'est limite une question d'ego, quoi, entre guillemets, tu vois. Exactement comme Israël l'a eu avec le conflit israélo-palestinien, la réponse d'Israël. Beaucoup disent que la réaction de Netanyahou, au bout d'un moment, c'est une réaction d'ego en termes de proportion, quoi. Oui, t'as raison. En plus, énormément de voix se soulèvent dans le pays pour dire que voilà, Netanyahou, ça suffit, et que clairement la réponse apportée à ce qui se passe à Gaza n'est pas la bonne, et du moins est peut-être disproportionnée. Tu as raison. Ouais. Pour revenir à cette attaque, on sait justement que c'était inédit dans le sens où c'était vraiment un pays qui attaquait directement un autre pays, et on sait aussi qu'il y avait des proxys. C'est comme ça qu'on appelle, tu sais, les zones iraniennes. On parle souvent du Hezbollah qui est au Liban, qui est donc le bras armé de l'Iran à la frontière entre Israël et le Liban. C'était une attaque coordonnée. Et je me suis dit, moi, j'arrive pas à me dire justement entre la volonté de vouloir avoir un impact réel, parce que clairement, ils se sont dit, on y va tous ensemble et on balance quasiment tout ce qu'on a, peut-être. Et le message qu'a envoyé l'Iran après en disant voilà, on est quitte maintenant. En gros, c'est exactement ça qu'a dit l'Iran. Le porte-parole de l'Iran à l'ONU a dit voilà, maintenant c'est derrière nous, n'en parlons plus. En gros, c'est la teneur du message. J'ai été hyper étonné. Je me suis dit, mais attends, t'envoies une centaine de missiles et de drones et au final, pour dire voilà, on est quitte. Non, j'y crois pas. C'est très bizarre. J'y crois pas. C'est comme quand le Hamas dit voilà, là on vous a envoyé un gros coup dans la gueule pour tout ce que vous avez, toute la stratégie de colonisation, etc. Et derrière, comme s'ils ne s'attendaient pas à des représailles. À mon sens, ils provoquent l'ego de Netanyahou en faisant ça. Ils attendent une réponse pour légitimer derrière quelque chose. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense vraiment que c'est ça la stratégie. Et n'oublions pas, oui, quand tu parlais de forces alliées, mais l'attaque, elle part d'Iran, mais elle survole l'Irak. Il y a la Syrie aussi. Ça part de la Syrie. Et il y a Jordanie. En dessous de la mer Rouge, les Houthis. Oui. Il y a eu d'ailleurs des lancements aussi de missiles depuis les bases Houthis. Mais justement, et ça c'est très important, Emmanuel Macron, dans une interview, a dit justement nous sommes intervenus car l'espace aérien de certains pays a été violé. Parce qu'en fait, il faut rappeler que nous, on n'est pas partenaire militaire d'Israël. Donc en gros, on n'était pas là pour défendre Israël, entre guillemets. On était là simplement pour intercepter des drones et des missiles, car l'espace aérien a été violé. Et je trouve ça hyper léger comme réponse, en fait, de la part du président. Je dis, en fait, là, donc t'es intervenu simplement parce que l'espace aérien avait été violé. Tu pourrais simplement dire non, nous voulons défendre Israël aussi, et que après évidemment il enchaîne en disant nous souhaitons maintenir la paix dans cette région et éviter tout embrasement, ce qui est normal. C'est comme quand Poutine au début du conflit contre l'Ukraine avait dit attention, je vous préviens, pas de belligérance, etc. Ouais, exactement. On a dit nous on n'est pas venu sur le terrain, mais tu leur fournis des armes et tu leur fournis des aides humanitaires, donc en vrai tu participes au conflit, quoi. En fait j'ai l'impression que dans ces conflits de toute manière il y a énormément de zones de flou. Mais là, j'ai l'impression, et je te le disais tout à l'heure, que donc, les USA ont mis vraiment une barrière. Là, ils se sont dit, Israël, si vous contre-attaquez ou si vous
faites une riposte de quelconque manière, nous ne serons pas à vos côtés. En gros, vraiment là, c'est la ligne rouge. Et malheureusement, j'ai pas l'impression qu'Israël n'en tienne énormément compte. Le Conseil de défense de sécurité donc israélien se réunit là depuis 2 jours pour apporter une réponse. On a l'impression qu'ils vont riposter. On sait toujours pas sous quelle forme et on sait toujours pas dans quel délai. Et ouais. Vas-y, pardon. En tout cas, n'oublions pas qu'Israël a l'arme nucléaire et que c'est peut-être le moment où on va savoir si l'Iran l'a aussi, en fait, je pense. C'est ça. Bon, en tout cas, voilà, oui, tu as raison. L'Iran, on ne sait pas s'ils ont l'arme nucléaire ou non. Normalement, sur le papier, ils ne l'ont pas, mais c'est des choses qu'ils pourraient tout simplement cacher à la communauté internationale. Ce qui est certain, pour finir, en tout cas, c'est que l'Iran a marqué une sacrée rupture là dans les dynamiques internationales, et si on dégrossit le truc, on rentre de plus en plus quand même dans un conflit mondial, même si l'Asie est restée très discrète, et là encore une fois ça l'arrange beaucoup, oui, c'est vrai, bien sûr, mais au final la Chine ça l'arrange, on va pouvoir s'occuper de Taïwan tranquillement, tu vois. C'est toujours qui continue encore, en fait c'est toujours une question de focale selon toi, c'est genre à quoi on s'intéresse, et là, du coup ça nous permet de faire d'autres choses à côté, quoi. Que ce soit la Chine ou Poutine, ils regardent ce qui se passe, ils se régalent, ils se disent mais que ça flambe bien, parce que moi je finis l'Ukraine, et là la Chine ils se disent Taïwan ça va être pipi-cha à côté de ce qui va se passer, parce que si ça commence à s'envoyer des têtes nucléaires, tu vois, c'est pour ça. Bon. Et t'as un impact sur tout, là, sur le commerce international et tout, ne serait-ce que la mer Rouge, ce qui s'est passé avec les Houthis, etc. Ça a perturbé énormément. Enfin, on va rigoler. Enfin, en tout cas, il y aura de l'animation, quoi. Ouais. Voilà. Peut-être pas payer mes impôts, moi. Non. Ne sois pas si pessimiste. On espère évidemment qu'il n'y aura pas d'escalade, en tout cas dans cette région du monde, et que les choses pourront s'apaiser. J'ai l'impression qu'on dit ce genre de phrase à chaque épisode, mais en tout cas, c'est ce que l'on espère vraiment. Un peu plus joyeux, un peu plus funky, un peu plus proche de nous, Zach. On va parler des Jeux Olympiques, exactement. Joyeux, je sais pas, en fait. La catastrophe. J'ai dit c'est peut-être les JO, la Troisième Guerre mondiale. Ils vont tous régler leur compte à la cérémonie d'ouverture. Ils vont tous arriver, les drones, les avions. Putain. Ah punaise, ce serait beau, ce serait beau. Pourquoi on parle des JO ? Eh ben simplement parce qu'Emmanuel Macron a répondu ce lundi matin à une interview d'Apolline de Malherbe sur RMC et BFM TV, et il était question, évidemment, des Jeux Olympiques. L'occasion pour lui d'éclaircir différentes zones d'ombre sur la sécurité, le déroulé, la cérémonie d'ouverture ou encore les attentes sportives. On va revenir sur cette interview point par point. Je vais te faire réagir à chaque fois, Zach, et tu me dis si ça mérite qu'on s'y attarde ou pas. Sur la sécurité, tout d'abord, je pense que c'était un des points majeurs qu'on attendait forcément. Je vais citer le président. Les forces de l'ordre seront mobilisées à un degré exceptionnel. On a des scénarios de repli, il y a des plans B et des plans C. Pour tout vous dire, on a étudié une cérémonie qui serait limitée au Trocadéro, mais aussi la possibilité de se rapatrier dans le Stade de France. Alors là, est-ce qu'on est sur un aveu d'échec déjà, Zach ? Ça dépend de quel côté tu te places. Si tu interviews des experts en sécurité et des militaires, ils vont te dire non, c'est la voie de la raison. Ok. Et si tu interviews des députés de l'opposition, ils vont dire voilà, c'est des flûtes, et encore une fois ils n'ont pas tenu leurs promesses, regardez, c'est des menteurs, tu vois. Mais en vrai, selon comment évolue le contexte international et les menaces qui vont avec sur notre territoire, le Stade de France, c'est pas trop déconné, tu vois. C'est plutôt sage, tu vois. Ouais, je comprends. C'est la première fois qu'on le fait pas dans un stade en plus. Mais tu te rends bien compte que depuis l'exposition du projet, on parle simplement d'un plan A, qu'on serait les premiers à le faire, que ce sera révolutionnaire, qu'on s'est donné les moyens de le faire et qu'on fera ça et exclusivement ça. Évidemment, je pense que dans toutes les têtes et dans tous les services de renseignement français, on a forcément étudié une autre possibilité, mais sans forcément la rendre publique, tu vois, ça c'est évident. Mais là, de le dire de façon publique, des plans B, des plans C, des machins, c'est quoi ? C'est pour rassurer la population finalement ? Ouais, c'est rassurer la population, les athlètes, je pense, et pour dire on n'est pas fou, vu comme voilà, si ça, ou alors c'est juste une façon de communiquer sur le fait qu'en fait leurs experts leur ont dit les gars, il faut absolument pas faire ça comme ça. Donc commencer à communiquer sur le fait que ça se fera pas là, parce que c'est trop risqué. Ok. Ouais. On va parler du côté artistique de la cérémonie et plus particulièrement de la participation d'Aya Nakamura. Et oui, le président est revenu dessus. Encore une fois, je vais vous dire ce qu'il a pu évoquer dans cette interview. Il a dit « On verra ce qui est décidé,
mais elle fera partie des artistes. Les réactions ont choqué, il y a eu des réactions racistes, beaucoup de gens n'ont pas compris qu'il y aurait des centaines d'artistes mobilisés, il y aura beaucoup d'artistes français, internationaux, lyriques, c'est un spectacle complet. J'espère qu'Aya Nakamura fera partie de la liste, ce ne sera pas la seule. Donc déjà, moi, ce que j'apprends, au-delà du fait qu'Aya Nakamura participe, c'est qu'il y aura une centaine d'artistes mobilisés. En gros, on n'aura pas juste un petit spectacle. Ça te chauffe? T'as envie de voir ça? T'as hâte de voir ça? Moi, franchement, ouais. Que Aya Nakamura, j'aurais trouvé ça dommage parce que je pense qu'il y a plein d'autres artistes français qui sont bons aussi et il n'y a pas que Aya Nakamura qui représente le talent français. Et on parle d'une Même centaine, si, c'est beaucoup. Ouais, quand voilà, même. c'est ça. Et je me dis, voilà, mais qu'elle chante, bon, au final, je veux dire, comme le disent si bien, ça reste quand même la première vendeuse à Bien l'international sûr. de CD en France, donc il y a quand même une légitimité, que tu le veuilles ou non. Après, bon, ça serait cool d'avoir, putain, ça aurait été bien d'avoir d'autres types de musique représentée, en fait. Bah, je pense que ce sera le cas. Je pense que ce sera le cas. On s'est focalisé Ouais. sur Aya Nakamura, mais je pense que Non, mais c'est un non-débat. si Je tu as pense que c'est un une centaine non-débat. d'artistes, c'est qu'il y aura beaucoup de styles différents, je pense. Je pense. Ouais. Moi, Et vraiment, puis- j'en ai rien à foutre. Ouais, mais je suis un peu comme toi. Moi, je te le dis, et très honnêtement, je n'aime pas ce que fait Aya Nakamura. Et pourtant, il faut être très objectif et dire que oui, c'est une des meilleures représentantes de la France sur la scène internationale à l'heure actuelle. Et il est impensable qu'elle ne puisse pas participer à ce type d'événement-là, tu vois. Donc, ouais, non, c'est un très bon choix. Il faut que, justement, on la porte et qu'on soit derrière la France, même si on n'aime pas ce qu'elle fait, tout simplement. Voilà. C'est ça. C'est mon avis. Chose intéressante, et ça va te parler à toi. Il a aussi été demandé au président s'il allait porter la flamme avec possiblement Zinedine Zidane. Alors là, je vais te donner sa réponse. Je pense que ce n'est pas ma place et mon rôle. Je vais laisser cela aux Français et Françaises qui le feront. Je serai le 8 à Marseille pour accueillir la flamme. Sur la présence de Zidane, ce n'est pas moi qui décide de cela. On verra si quelqu'un m'invite à la porter, mais je ne suis pas prévu au programme. Deux choses. Zidane, il a laissé la porte ouverte. C'est à lui de décider, vigilant. Alors moi, je veux... T'imagines, on a les Jeux Olympiques et on n'a pas Zidane qui porte la flamme. Ce serait dingue quand même. Ils ont parlé de leur Manodou aujourd'hui, je Et crois. justement, j'allais y venir, mais tu as raison. C'est une des infos du jour. Laure Manodou sera la première relayeuse française de la flamme olympique, mardi, après son allumage sur le site antique d'Olympie en Grèce. C'est la première française qui va faire donc le trajet avec la flamme olympique. Mais toi, Zidane, est-ce qu'il y a des... Vas-y, cite-moi, allez, 3 sportifs qui sont, selon toi, porteurs quasiment obligatoirement de cette flamme. Je dirais Teddy Riner, Ok. Zidane et... Ah, c'est dur, hein? C'est qui ton idole? Je sais pas, moi, ton idole en sportif. Zidane. Zidane. Sans aucune contestation. Donc il y a clairement pas de débat en fait. Si moi, Ouais, en vrai, si mais moi je ne Riner, vois pas porter la flamme. Mais Riner, Riner, pour ce qu'il a fait pour le judo. Est-ce qu'il peut Hein la porter étant donné qu'il va participer? Je sais pas. Ah, bah non, forcément, c'est sûr. Mais, En fait, je mais connais bon. pas. Hein. Je connais pas la règle, je t'avoue, mais j'ai un peu l'impression que ceux qui participent au JO donc de Paris ne pourront pas porter la flamme. C'est pour ça qu'on parle de Laure Manodou d'ailleurs. Tu vois, on parle d'anciens champions. Je t'avoue que je ne connais pas la règle et qu'il est possible que ce soit le cas, mais je pense que ce sera surtout d'anciens sportifs et des grandes légendes françaises. Marie-Jo Pérec. Zidane. Marie-Jo Pérec, non? Marie-Jo Pérec, ouais. Yannick ouais, Noah, quand même. ça aurait été cool aussi. Yannick Noah, exactement, ouais. Ouais, Putain, ouais, tu c'est vois. sûr. Mais ouais. Ou Agassi. Agassi? Ah, mais l'américain. Bah oui. Ouais. Comme il est arménien, je confonds tout le temps. Oh, toi, tu t'identifies plus en tant qu'Arménien qu'en tant que Français. C'est bon, on a compris. Oh, c'est intéressant que tu dises ça. Pour ma chronique, on va en rigoler. Ok. Bon, allez, on va quasiment terminer avec les Jeux Olympiques, mais il y a eu la dernière question posée à Monsieur Macron, la question qu'on attendait tous. Va-t-il se baigner dans la Seine comme il l'avait promis? Zach, je suppose que ça t'intéresse. C'est une catastrophe. La réponse est « Je n'ai pas changé d'avis ». Écoute bien, hein, tu parlais tout à l'heure de prendre des petits détours pour répondre aux questions. Écoute bien, je n'ai pas changé d'avis. On sera au rendez-vous
le 26 juillet. Il y a un travail qui est fait, lancé depuis 2016. Quand on parle d'héritage, la Seine et la Marne seront l'un de nos plus gros héritages de ces JO. Plus d'1 milliard d'euros ont été dépensés. Ce n'est pas seulement pour faire un plongeon. On aura à ces endroits des centres nautiques. J'y tiens beaucoup pour les jeunes. 60% des enfants en Seine-Saint-Denis ne savent pas nager. Est-ce que tu as une réponse à ta question? Ah, il a bien, évité quand même. Tu sais ce qu'ils vont faire? Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire un gros bassin. Ils vont le mettre dans la Seine. Ouais. Et sur tout le gros bassin, en fait, ce sera pas de l'eau de la Seine, ça sera une eau chlorée. Si tu veux. Ouais. Mais comme elle sera dans la Seine, ils vont dire, vous avez vu? On est dans la Seine. Oh, tu vois. c'est pas impossible. Ils vont faire un truc comme ça, c'est Mais sûr. je sais pas si toi tu arrives à visualiser, mais il y a une piscine à Paris qui s'appelle la piscine Joséphine Baker, qui est un. Bon, alors pour le coup, elle est couverte, exactement, elle est couverte. Mais c'est une piscine qui est au niveau de la Seine. Mais c'est une piscine fermée. Tu as raison, ça pourrait être envisageable. Ouais, mais attention, on parle de. Je crois que c'est pour le triathlon, on parle de 2 km ah de oui, nage, on parle d'un très très grand bassin, si c'est le cas, effectivement. On parle d'un très gros bassin. C'est ce que j'ai dit alors. Bah, après, il y a d'autres. Ouais, il y a d'autres possibilités. C'est une piscine d'élevage de saumon qu'il te faut là. Il faut que tu la fasses venir de Norvège, tu vois. Oui. Ouais, bah écoute, peut-être qu'il y a des spécialistes en Norvège qui pourraient nous aider sur ce genre de trucs. Non, mais on va passer pour des cons encore. Ouais. Chirac, il avait dit à l'époque, je vais me baigner dans la Seine. Tu te rappelles pas? Bah, mais si, mais ça a toujours été une volonté, une envie des gens. Mais à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Là, les dernières analyses, c'était catastrophique. Je sais plus combien était le pourcentage, mais il y avait un pourcentage de matière fécale dans la Seine. Tu te dis, mais en fait, bah non, c'est prendre un risque. Ah non, mais c'est des sportifs de haut niveau. Qu'est-ce que tu vas aller les faire se baigner dans la Seine? Je sais pas. C'est le moins pire. Hein. Il y a les cadavres de rats en putréfaction, cadavres humains aussi, je précise. Hein. Ouais. Et les cadavres de rats, t'as la leptospirose. C'est sympa la leptospirose. Hein. Je te le dis. Hein. Ouais. Tu valses. Hein. Tu vois les étoiles. Hein. Donc non, clairement. Leptospirose, est-ce que c'est ce à quoi il faut faire attention dans l'urine de rat? On parle souvent, tu sais, la légende autour des canettes où il faut bien nettoyer le... C'est ça? C'est une légende. C'est une légende, je sais, justement. Mais c'est cette maladie-là dont on parle, c'est ça? C'est en lien avec l'urine des... Il faudrait demander au doc. Il faudrait demander à un grand doc. Mais je sais pas si c'est en lien avec la putréfaction des cadavres de rats ou si c'est en lien avec l'urine de rat. Mais ce qui est certain, c'est que les rats sont vecteurs de maladies dans l'eau stagnante. Ouais. Et il y a des gens qui sont morts. Je connais une personne personnellement qui est morte de ça. Elle était en voyage et elle a marché dans une sorte de lac avec le pantalon retroussé. Elle avait une petite plaie à la jambe. Oh merde. Et elle a chopé... elle a été infectée par un virus de rat comme ça dans l'eau stagnante et elle en est morte. En tout cas, je sais pas combien de temps. Donc, je la connaissais pas personnellement. C'était un ami d'un ami, mais ça m'avait choqué. Parce que une fois, je me rappelle, j'étais à Paris. Ouais. Ça me fait revenir une histoire, il faut que je la raconte après. Vas-y, parce que je suis hypochondriaque, tu sais, et j'avais une plaie à la jambe que je m'étais faite la veille. Et en plus, je l'avais un peu grattée le matin, donc je pense qu'elle n'était pas totalement fermée, tu vois. Okay. Et je pars faire mon footing sur les quais à Paris, et il avait plu la veille. Ah, tu l'avais raconté déjà. Ouais, je me souviens, ouais. Le mec, à un moment, je cours dans une flaque d'eau sur les quais de Seine, et j'ai toute l'eau qui m'éclabousse sur la jambe. Et je sens qu'elle est sur la plaie, tu vois. Et je te jure, pendant 24 heures, je me suis dit, je vais mourir. Bah, tu désinfectes, gros, tranquille, quoi. Tu sais, t'as le temps de prendre soin de cette plaie, non? Ah ouais. Non, parce que je me suis dit, ça y est, le virus du rat, il va rentrer tout de suite dans mon sang. Bien sûr, il est dans le sang, là, ça y est, ouais. Ah non, mais l'hypochondrie, il faudrait que j'en parle une fois, je vais en faire une chronique. Ça peut être une bonne chronique. Ouais. Je sais pas si je l'ai déjà raconté, mais en tout cas, ça me fait penser à ça. C'était l'époque où Marseille, donc l'OM, avait fini champion de France. Et j'avais, dans ma grande intelligence, sauté dans le Vieux-Port. Je sais pas si tu te souviens de ça. J'étais pas avec toi. Non, t'étais pas avec moi. Mais je peux t'assurer que les journées d'après, j'ai morflé. Hein. J'étais malade comme un chien. Mais genre, tu sais, tu vois très bien l'état dans lequel j'étais, c'était genre nez bouché, les yeux qui piquaient, mais tout le temps. Je me sentais sale, faible, j'avais des courbatures. Enfin, j'étais tombé malade, mais instantanément. Et je m'en souviens très bien. C'était catastrophique parce que, pour vous dire, l'état du Vieux-Port à Marseille, enfin, c'est aussi sale. Bon, je peux pas le comparer à la Seine. Faut voir. On fera des études d'ailleurs là-dessus. Mais en tout cas, c'était dégueulasse. Et j'ai mangé une bonne semaine de rétablissement après ça. Zach, on va enchaîner. On va enchaîner avec quoi? Enchaînons. Bah oui, on va enchaîner avec une chronique culture. Qu'est-ce que t'en penses?
Une sorte de chronique culture, on va dire un échange culturel, oui. Un échange culturel, j'adore. Oui, ouais. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis le parrain de ton fils. Mais enfin. Mais non, je ne suis pas François Cluzet, ceci est une descente de police. Mais tu parles là? Oh, c'est à moi que tu parles. Mais hasard de dingue! Pompier Bonneuil, porte de Montreuil, porte de Montreuil. C'est vous. Oui, un échange, tu as raison aujourd'hui, car on va pas faire une chronique à proprement parler. On va tous les deux parler d'une série qu'on a tous les deux vue d'ailleurs. Visiblement, elle t'a plus marqué que moi, mais c'est assez intéressant d'ailleurs justement de confronter un peu les points de vue. C'est la série d'Argent et de sang. Ouais. Alors pourquoi tu voulais nous parler de ça aujourd'hui? Parce que je l'ai vu la semaine dernière, je l'ai fini ce week-end, d'ailleurs j'en parlais tout à l'heure, et j'ai été... j'ai vraiment apprécié la qualité de production, c'est vraiment abouti, il n'y a rien à dire. Ouais. L'image, la photographie, le jeu des acteurs, Vincent Lindon, il est exceptionnel. C'est vrai qu'il est bon. Hein. Ouais. Ramsey, il m'a impressionné aussi. Mais ça m'a pas étonné parce que les comiques sont bons dans les rôles dramatiques en général. Parce que comme on dit, c'est plus facile de faire pleurer que de faire rire. Et un mec qui sait faire rire, en général, il est bon pour faire pleurer. Et vraiment, même la musique, tout était vraiment réussi. Et moi, c'est un sujet que je connaissais bien. C'était une histoire qui m'avait marqué. Et voilà. Et j'ai trouvé ça très intéressant, cette notion de rapport à l'argent, de confrontation entre des mondes qui n'avaient pas à se confronter. Et en fait, c'est ça l'histoire, c'est un mec qui vient des beaux quartiers, du milieu plutôt bourge, qui rencontre des gars issus d'un milieu populaire défavorisé. Ouais. Et en fait, le problème vient beaucoup du mec qui veut s'encanailler, plus que des gars qui en fait ont fraudé toute leur vie et ont toujours fait de la fraude. Et en gros, cette rencontre-là va monter à une surenchère et à des meurtres. Et ce qui m'a frappé, c'est aussi la lenteur de l'État et un peu l'hypocrisie à laquelle s'est confronté l'enquêteur principal. Ouais. Quand il a déniché tout de suite qu'il y avait un problème et qu'en fait, comme c'était sous couvert d'écologie, peut-être qu'on peut contextualiser, non? Bien sûr, en fait, oui, c'est une série qui est basée sur des faits réels. Tout le monde a entendu un petit peu parler de cette histoire de l'escroquerie à la taxe carbone, avec le fameux Marco Mouli, qui est devenu désormais une rockstar. Parce qu'il y a une série aussi sur Netflix, il me semble, que j'ai pas regardé, qui retrace un petit peu toute cette période-là, toute cette affaire. Et là, donc en fait, on est sur une série qui est... il me semble qu'il y a 2-3 passages qui sont quand même romancés, des péripéties qui n'étaient pas forcément là pour coller avec la réalité. Et moi d'ailleurs, ce qui m'a étonné... La vie de l'enquêteur, hein. Comment ? La vie de l'enquêteur, l'enquêteur n'a pas existé. L'enquêteur n'a pas existé. C'est très intéressant. C'est un mix entre 3 histoires, mais je trouve que l'axe est très très bon. L'axe narratif de cet enquêteur, elle enrichit la série. Et justement, pour parler de l'histoire en elle-même, moi quand j'ai regardé cette série, je me suis dit, tu sais, une fois que l'escroquerie a été mise à jour, qu'ils ont été arrêtés, etc., je me suis dit, ça va se stopper vite. Et en fait, là, je vois qu'il reste encore je ne sais combien d'épisodes. Je fais, mais attends, mais où est-ce qu'on va aller, tu vois ? Et donc, l'histoire se poursuit aussi après, et je trouvais ça hyper intéressant. Et il se passe pas rien après, hein, parce qu'il y a quand même pas mal d'intrigues, pas mal de... Il y a des morts, il y a des... Enfin, bref, on va pas spoiler non plus, mais en tout cas, il ne s'arrête pas à l'intrigue principale, et je trouve ça plutôt cool. On a vraiment l'histoire dans sa globalité, et oui, ça se regardait facilement. Honnêtement, je suis assez d'accord avec toi. Mais pourquoi elle t'a marqué particulièrement ? Tu m'as dit, moi, elle m'a retourné. Je fais, ouais, ok, alors moi, vraiment pas à ce point-là, quoi. Elle m'a retourné parce que dans mon secteur d'activité, je travaille avec, dans un dispositif d'État, pareil, beaucoup plus restreint parce que c'est dans le milieu médical, mais j'ai croisé des mecs dont la principale activité, c'était de détourner vraiment les fonds publics de ce secteur-là. Et parce que j'ai connu ça avec le CPF aussi, moi j'ai pas bossé dans le CPF, mais en fait, ce qui s'est passé avec le CPF, il y a eu exactement le même type de profil dans le CPF qu'on voit dans la série, en fait. Et ces gars-là, moi, j'en ai fréquenté, j'en ai croisé des gars comme ça. Et ça m'a vraiment renvoyé à des épisodes où parfois j'ai croisé la route de ces mecs, ça s'est pas bien passé. Et parce qu'on est en concurrence contre des boîtes comme ça quand on travaille dans ce genre de secteur. Et c'est très particulier. Et j'ai rigolé quand j'ai vu, parce que ça c'est un truc que je savais pas que j'ai appris avec la série, mais c'est que c'est la Caisse des dépôts qui s'occupait du versement de la TVA du Code des Sports. Et quand j'ai capté que c'était la Caisse des dépôts, j'ai hurlé de rire parce que je me suis dit, c'est eux qui ont géré le CPF derrière, mais les mecs, ils ont jamais appris de leurs erreurs, tu vois. Bah écoutez, en tout cas, on peut que vous conseiller cette série. C'était donc une série qui était disponible sur MyCanal, il me semble, si je dis pas de bêtises. Exactement, ouais. Ça s'appelle d'Argent et de sang. C'était sorti en 2023. En tout cas, on ne peut que
conseiller cette série d'Argent et de sang. Donc c'est sur MyCanal avec Neil Snyder, Vincent Lindon, Ramzi Bedia, Yvan Attal entre autres. Et Bref, fun fact, Ouais. c'était Gaspard Ulliel qui avait le rôle de Snyder. oh, ok. Et ils ont dû recommencer le tournage parce qu'il est mort pendant le début du tournage. Oh et merde, c'était ah lui oui. qui devait jouer, du coup, Arnaud Mimran, mais dans la série, il s'appelle autrement. Ok. Mais ouais. Bah oui, c'est un très bon fun fact. Bon, Zach, on l'avait promis à Ouais. nos chers auditeurs. Il serait temps, là, il serait temps qu'on aille prendre des nouvelles du petit Ando. Bah allez, tiens, on lui passe un petit coup de téléphone. Normalement, si je dis Ando, je vais avoir une petite réponse. Ando ? Comment ils vont? Allez ! Voilà. Comment C'est ça va ? l'intro du podcast, normalement, non? Comment ils vont ? Exactement, comment ils vont ? Bah alors, Les comment gens il commencent va ? à se faire chier, en fait. Les gens commencent à se faire chier avec nous deux. Je pense que c'est une bonne nouvelle qu'ils soient là. Mais oui, voilà, il vient rajouter un peu de rythme. Comment ça va ? Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi t'es pas là ? Pourquoi t'es pas avec nous aujourd'hui ? Explique un peu aux gens. Ça va très très bien. Écoute, je suis absent de Paris. Je suis à Barcelone pour aller voir le match retour de Ligue des Champions Barça du coup contre PSG. Ok, donc est-ce que tu trouves que c'est une bonne raison déjà ça ? Oui ou non ? Alors je pense que tous les jours je m'absente pour ce match, je pense. Parce que maintenant qu'on est associés, j'espère que je vais avoir ta feuille d'absence dans pas longtemps. Là. Est-ce que t'as posé des congés payés pour ça ? J'ai un oncle qui est médecin, t'inquiète. Ah cool, On bon, va s'arranger. super, escroque-moi, vas-y, t'as raison. Bon, raconte-moi un petit peu, c'est quoi là, le programme ? Donc tu m'as dit match retour Barça PSG, Ouais. c'est quand ? Il se passe quoi ? Tu vas faire quoi ? C'est quoi ton programme ? Donc le match retour demain soir à l'heure où on enregistre ce podcast, match à 21h. Écoute, on va aller au stade avec deux amis. On va Ouais, aller faire, je pense, l'avant-match avec les fans du Barça. Il y aura un cortège, etc., pour accueillir le bus des joueurs avec trop bien. on voit tout ce qui est fumigène, chant, etc. Donc ça va être sympa, je pense. Ouais, Et puis voilà, on espère un gros match, même si en vrai, on a tous un peu peur. Je pense que Mbappé se réveille, que le PSG se réveille, voilà, de manière un peu inespérée de leur côté, mais on sait jamais avec eux. parce qu'on va le rappeler quand même clairement, au match aller, Ouais. le Barça a gagné, et il suffit en gros 3-2, ouais. au PSG de mettre un seul but pour aller en prolongation. C'est ça, Si Paris c'est ça. Saint-Germain gagne 1-0, ça les emmènerait en prolongation. En gros, s'ils gagnent d'un but au Voilà. bout du temps réglementaire, ça donne prolongation, et sinon, tir au but. Mhm. Bon, on espère pas en arriver là, on espère conserver l'avantage du Barça. Mais je sais qu'on n'est pas nombreux, même ceux qui écoutent le podcast, à Oui, je être te confirme. pour le Barça demain. Je te donc. confirme. Mais tant mieux. Et c'est quoi là fais-nous un peu rêver là. T'es à Barcelone, le temps. Franchement, je suis descendu de l'avion, il faisait tellement lourd, tu sais, genre chaud. Ok. C'est la première fois de l'année, là, on est en mi-avril, et ça, c'est vraiment l'été, quoi. Ouais, il faisait 26. 26, Ouais. mais tu sais, avec une humidité bien plus grosse que ce qu'on a eu, par exemple, à Paris le Ok. week-end dernier, Ouais. voilà. Et du coup, première chose que j'ai fait, c'est arriver à l'appart et me changer, me mettre en t-shirt, partir et enlever les couches en trop, quoi. Il fait très beau, il n'y a pas un nuage à l'horizon, on se baladait avec un auditeur de Glitch d'ailleurs. Un auditeur de Loris Glitch. Plaisance, Oui, bien sûr, qui Loris. m'accueille À qui on fait des bisous. bénévolement. À qui à on fait des Barcelone. bisous, bien sûr. Ouais, bien sûr, bien sûr. J'ai gardé une petite question pour toi, une question des auditeurs. Hey. Une question des auditeurs, non, une question de Mathilde, évidemment. Ah, Euh, pas n'importe Tu laquelle. nous disais tout à l'heure que tu étais fatigué. Et je pense que sa question est en lien un petit peu avec cette fatigue. Elle disait tout à l'heure, donc je retrouve la question, excuse-moi. Elle disait Ando, le chantier du Grand Palais avance bien, point d'interrogation. Alors, pourquoi elle se pose cette question Ouais. et pourquoi elle te pose cette question ? Alors pourquoi elle me pose cette question? Parce que j'étais au Grand Palais ce matin, avant de partir du coup en Espagne. C'était pour couvrir la visite du président de la République, Emmanuel Macron, en gros sur la réouverture du Grand Palais après des années de travaux, puisque le Grand Palais va accueillir en gros les épreuves de taekwondo et d'escrime. Oui. Et du coup, on a pu forcément avoir accès au Grand Palais rénové. Et alors personnellement, moi, je l'avais jamais fait avant les travaux. Ok. C'est assez incroyable, hein. C'est hyper. La verrière, je crois, elle a une vingtaine de mètres. C'est juste magnifique.
En Ok. plus, il faisait très beau ce matin, donc tu vois, vraiment, la lumière Était belle, ouais, bien était sûr. parfaite. Non, franchement, c'était incroyable. Donc, je conseille à tout le monde. Mercredi à midi, il y a des nouvelles places pour les JO qui sont en mise en vente. D'accord, ok. Donc, si jamais vous avez l'occasion d'aller voir de l'escrime taekwondo, franchement, ça fait réfléchir parce que tu me dis, voir une épreuve sportive dans ce cadre-là cadre-là, du bien Grand sûr. Palais en plein centre de Paris, ça doit être waouh. Ça va être magnifique, effectivement. Ouais. effectivement. Donc, On a non, parlé trop des expérience. JO d'ailleurs, je te conseille le replay. Je te conseille le replay. Vous faites un podcast, c'est ça? On fait un podcast, exactement. Alors, je te rappelle, Galup, Zach, bonjour. On fait un petit podcast qui Santé. s'appelle Glitch. Voilà. Non, on a parlé des JO et comme d'habitude, bah, quoi. évidemment. On a toujours hâte de cette échéance et on a. Ça se rapproche, hein. Ah, ça se rapproche. On a Dis donc. beaucoup d'espoir. Hein, Zach? Ah oui, énormément. On a vraiment hâte. Hein. Je serai là. Hein. Ah, je serai là, hein. Je serai là. Bon, Ouais. bon. Bah écoute, voilà. Ando, merci en tout cas d'avoir donné quelques nouvelles. Non, tu n'es pas mort. Non, tu n'es pas Bah, parti du merci à vous. podcast. Du moins, j'ai pas reçu ta lettre de démission encore. Je crois qu'elle n'est pas arrivée. Donc, Non, pas encore, non, sûrement. tu seras là la semaine prochaine. Tu rassures un peu les auditeurs. Je serai de retour la semaine prochaine, c'est promis. Parce qu'on a, oui, on l'a pas Je pense dit, que mais tout le monde est rassuré là, ça y est. Mais bien sûr, tout le monde est rassuré. Mon Et souffle. d'ailleurs, pour Flash aussi, pause pour Flash cette semaine, que tu reprends évidemment la semaine prochaine. Ando, on te remercie d'avoir pris le temps de répondre au téléphone. Merci Ando. Bon, je vais Merci être, à vous de m'avoir accordé un peu de temps. je vais être sport. Je vais dire, allez, bonne chance à Barcelone pour toi. On espère pour toi que le Barça va s'imposer, mais que pour toi, C'est adorable. ok? Vraiment que pour moi. Que pour toi. Ah non, N'est-ce personne pas, d'autre. Bon, et puis parce que j'aime pas le Paris Saint-Germain Raison, non toi. plus, mais bon, ça, voilà. Zach, t'avais une question pour Merci. Ando avant qu'il nous quitte? Non, on va toutes les bonnes ondes pour que le PSG se fasse dégager. C'est tout ce que je te demande. Voilà. Promis, je vais mettre tout ce que j'ai promis. Voilà. J'espère l'objectif c'est d'avoir à nouveau une voix potable lundi prochain pour le podcast parce que je pense que je sortir du stade à force de crier et chanter, je pense que. Ah ouais, tu cries pas Ouais, trop. déjà hein. qu'elle déraille un peu ta voix. C'est vrai qu'il y a des parfois. rails, ouais. T'as crié là déjà? Mais aujourd'hui en fait, je me suis rendu compte. Non, pas tant. À Je me suis l'aéroport, rendu t'as compte crié que ou ouais, quoi? j'ai une voix très fragile, donc dès que je fais un peu too much, Ouais. je le paye genre pendant 3 jours quoi. Bon, bah, Donc, Strepsil, t'es au Pile ce citron. qu'il Hein. faut pour se remettre. Les sociaux du Barça, Allez. ils ont pas des cours de chorale ou quoi? Tu peux pas t'inscrire à une activité chorale à distance? Ah, je suis vraiment trop faible. Et je pense que personne n'a envie de me voir chanter ou de m'entendre chanter dans ce podcast. Oh! Les chants basques, c'est beau les chants Les basques. chants basques, bien sûr. Ouais, c'est pour ça. Vaut mieux les faire chanter par d'autres personnes que moi, du coup. Ouais, Préservons-les. ça y est, il m'a intrigué. Il a soulevé une petite Ouais. curiosité chez moi là. Tu Voilà, chanteras dans ce tu le podcast, c'est une promesse pour tous les auditeurs. Tu chanteras un jour dans ce podcast. Ando, je te fais plein de bisous. Ouais, Merci parfait. encore pour Gros cet bisous, appel hein, et puis on se Bisous, retrouve Léa. la semaine prochaine avec grand Gros plaisir. bisous à tous les auditeurs. Bisous, bisous, Et à la semaine prochaine. Gros bisous. bisous. Bon Zach, est-ce que tu as déjà assez parlé dans ce podcast? Je ne crois Absolument pas. pas. Je ne crois pas, car il est temps. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. C'est vrai qu'on le redit pas assez à chaque fois, mais chaque semaine, c'est quoi la chronique de Zach? Zach nous propose tout simplement un petit édito, humoristique ou non d'ailleurs. Il nous parle d'une thématique en particulier et il a tout simplement carte blanche. Zach, de quoi on à fait. parle cette semaine? De quoi tu nous parles? Mais écoutez, je vais vous parler de déclaration d'impôt et du sentiment de citoyenneté, en fait, globalement. Ok. Et Ok. plus particulièrement, je l'ai intitulé ma chronique Faire sa déclaration d'impôt quand on est descendant d'immigrés. 2 points, quand la citoyenneté n'est plus un choix. Ok. Donc, à la base, je voulais parler de liberté d'offenser. C'est un thème qui me tracasse depuis 3 semaines. Je suis un peu obsédé par la question de la liberté d'offenser. Liberté d'offenser. Ok. Ouais, et puis finalement, j'y reviendrai. Mais je vais parler de la citoyenneté parce que c'était le printemps, là, il n'y a pas longtemps, et éclair dans un ciel tranquille, il y a la période de la déclaration d'impôt qui est arrivée, en fait. Uh-huh. Et la période de déclaration d'impôt, elle s'impose, car l'État s'impose toujours. Alors on est toujours là, Macron, tu vas voir Macron, ouais. Tout le monde avait son QR code pour se poser à une table pendant le Covid. Et quand tu reçois un mail d'impôt.gouv, t'as les couilles qui remontent. Donc, c'est pareil pour tout le monde, tu vois. Ouais. C'est comme ça. Et chaque putain d'année au printemps, moi je me sens un peu comme Livy. Alors Livy, c'est une petite chatte siamoise de pavillon qui sent bon la lessive des draps de ses maîtres, tu vois. Ouais. Et qui vit son premier printemps. Alors elle sort dans le jardin, elle voit le soleil des fleurs, oh ça sent bon, c'est trop bien le printemps, et hop, elle tombe sur Brutus, tu vois, le chat de gouttière pas castré qui a grandi dans la street.
Brutus, il fait des tractions dans les parcs la nuit, il se nourrit de restes de boîtes de thon, de cadavres de pigeons et de rats cancéreux, tu vois. Ouais. Et un peu point gouve, tu vois, c'est un peu Brutus, et qui me plaque au sol avec ses grosses pattes pleines de restes de thon et qui me défouraille ma petite porte de prison inviolée jusqu'à présent. Oh, ok. Et telle Livy, la petite siamoise ingénue, on m'a imposé quelque chose, tu vois. D'ailleurs, imposition, c'est pas pour rien le terme. Oui, c'est vrai, Bref. imposition. Ouais. J'ai fait un grand tour pour rien. Contrairement à Livy, ma souffrance, je sais que c'est pour le bien commun, parce que je suis citoyen français. Et je dois avouer que c'est une notion qui m'a bien croqué le cerveau, parce que je suis descendant deuxième génération d'immigrés. Donc ils sont arrivés en France, d'un côté en 1910, de l'autre en 1960, enfin j'arrondis. Et spoiler alert, je suis à moitié arménien, moitié espagnol, mais j'ai un blaze arménien. Bref. Sachez dans tous les cas que mes ancêtres bouffaient pas du Queen Amman ou du cassoulet, plutôt de la paella et des boulettes. Bref, Ouais. j'ai pas été élevé dans un esprit communautariste pour autant, mais j'ai toujours entendu parler de mes origines chez moi, c'est normal. À l'école primaire, j'étais dans le public. Je dois l'avouer, la diversité culturelle, elle était là. Dans la cour de récré, il y avait des intifadas entre les rebeux et les séfarades. Ça se traitait d'arabe, ça se traitait de juif. Ou mes potes rebeux, ils m'appelaient Khalouf en rigolant parce que j'étais un petit gros. Puis au collège, je suis passé dans une école privée catholique. Et là, le seul signe de diversité culturelle que j'ai vu, c'était le combat entre des mecs issus d'une dynastie nantaise qui se battaient avec des mecs de Saint-Malo qui leur disaient « Mec, Nantes, c'est pas la Bretagne, putain !» J'exagère un poil, tu vois, mais le choc, il était réel pour moi. Et puis, il y avait cette phrase un jour d'un prof qui m'a dit « Vous, les Arméniens, vous êtes bien, vous êtes des travailleurs. » Oh. Bon. Essentialisation. Premier étonnement, parce que j'étais pas travailleur. Et surtout, parce que c'est la première fois marquante qu'on m'identifiait sur un seul critère, de surcroît ethnique, le fait que j'avais des origines arméniennes. Et ça m'a rappelé l'école publique où on appelait souvent les arabes, les juifs, mais finalement, au primaire, mon premier critère identifiable aux yeux des gens, c'était mon surpoids, donc on m'appelait surtout le gros. Du coup, je croyais vraiment que j'étais français, du coup, tu vois. Mais bon, je m'en suis un peu battu les couilles, et puis après ça, mes potes du lycée, ils m'ont souvent appelé l'arménien, tu vois. Et ils m'ont fait des blagues sur le fait que ce soit un pays qui pèse pas lourd dans le game, qui prend cher, où les gens ils sont souvent poilus. Et mes potes juifs, ils me disaient que les Arméniens c'était des juifs discount qui savaient pas faire d'argent. Moi je leur disais que c'était des gros malades qui se mariaient avec leur cousine. Bref, c'était plein de conneries. On rigolait bien et surtout ça m'a pas plus choqué que ça parce que je me définissais pas que par mes origines. Ouais. Et peut-être que ma susceptibilité elle s'est déplacée sur d'autres curseurs. Mais les années passant, j'ai commencé à me questionner sur ma place dans le monde, où j'allais et surtout d'où je venais. C'était pas clair. Et puis un jour, je me suis fait insulter de blanc, de merde, pendant une agression. Et là, je me suis questionné. J'étais simplement réduit à une figure blanche par une personne également issue de l'immigration, mais qui avait placé son curseur sur un truc encore plus deep que mon nom de famille. Ouais. Du coup, c'était super flatteur de se faire traiter d'immigré pendant tout son collège, pour finir par esquiver un coup de couteau d'un descendant d'immigrés aussi, qui me voyait comme un breton, pour le coup. Et ce mec savait pas peut-être que nos ancêtres, ils avaient sûrement max 2 jours en bagnole de distance entre leurs deux villages, et sûrement la même recette de boulettes. Il me voyait comme un blanc. Donc, dans ma life, j'avais été identifié tour à tour de gros, arménien, puis blanc. Ok. Et je me suis demandé ce qu'on avait foiré. Je me suis demandé comment on était passé de l'identitarisme primaire des hommes préhistoriques, qui se définissaient par leur simple aspect physique. Puis, on est passé à l'universalisme des Lumières, qui tend à considérer un individu dans toute sa complexité, et à jamais le réduire à une caractéristique de son identité, pour finalement retourner à un identitarisme totalitaire et un peu politisé, où les gens ne se définissaient plus qu'avec une seule caractéristique de tout leur être, sans jamais perdre de vue le combat contre la discrimination, qui pour le coup est réel et factuel. Je me suis demandé pourquoi on avait délaissé le droit à l'indifférence. Et le droit à l'indifférence, en fait, ça prône la liberté d'être qui on veut dans sa complexité, et ça prône surtout le combat contre l'entrave de cette liberté par quelqu'un qui nous définirait par une seule particularité de notre être. Comment on était passé de ça à l'obsession unique du droit à la différence, avec l'injonction d'être respecté pour sa différence unique, au risque d'entrer dans la surenchère à qui a la différence qui fait le plus souffrir. D'ailleurs, ça m'a fait penser qu'on rigolait avec mes potes fudge sur qui avait gagné le concours du peuple génocidé. On rigolait sans s'offenser parce qu'on se considérait comme un peu plus que nos gènes et nos gros sourcils et nos gros nez. J'en rigolais parce que finalement, je me suis toujours habitué à me définir par autre chose que mon nom de famille ou mes gros sourcils. J'étais d'origine arménienne, mais j'étais également un gros névrosé avec un diplôme de psy, qui savait jouer du piano, dessiner, imiter des gens, enfin plein de conneries. Je savais toujours pas ce que c'était français, et être français, mais j'ai pigé qu'on avait un rapport compliqué avec notre drapeau quand j'ai vu qu'on pouvait être considéré comme raciste en portant un t-shirt avec le drapeau du pays dessus. Alors, français, je savais pas, mais je suis récemment tombé sur la définition de la citoyenneté du Conseil d'État.
Être citoyen, c'est faire preuve de la capacité de s'extraire de ses appartenances, sans les renier, pour décider des affaires d'une communauté plus large. C'est trouver en soi-même un espace de neutralité dans lequel on constitue avec les autres un être collectif. C'était donc ça qu'on faisait avec mes potes Fudge et Rebeu dans la cour de récré, quand on s'insultait sur nos origines à propos de nos différences, tout en jouant au foot. On avait un projet commun, c'était de courir après un ballon en mousse en rigolant. On était sortis de nos appartenances pour un projet commun. On était super citoyens en fait, sans le savoir. Et maintenant, je remplis cette putain de déclaration d'impôt, même si je sais que je vais crever sur un brancard si je fais un AVC parce que les urgences elles sont à la street, ou que les flics viendront pas si je leur dis que mon voisin fait du bruit. Et je participe à un projet commun qui me dépasse, même si parfois c'est dur d'y croire. C'est peut-être le seul moyen de s'en sortir, ne pas faire que nos différences nous dépassent et nous fassent oublier le projet commun. Mais sur ce, je vais aller me préparer des boulettes. Je vous souhaite bonne chance à tous et bonne déclaration d'impôt. Merci beaucoup Zach, merci. Et d'ailleurs, moi je veux la recette des boulettes du coup. Hein. Je la veux cette recette. J'en ai deux. J'ai la recette côté espagnol, mais d'Algérie. Du coup, toute ma famille côté espagnol, ils ont des recettes de boulettes à la fois espagnoles, mais aussi du Maghreb parce qu'ils ont vécu là-bas après avoir fui Franco en Espagne. Et côté arménien, c'est un autre type de boulettes. C'est des boulettes complexes avec 2 couches. T'as une boulette dans une autre boulette. Oh là là. Avec un secret de fabrication parce que si t'essayes de le faire, toi, ça va éclater dans la casserole. C'est incroyable. Hein. C'est ma vie, les boulettes. Alors, donc en vrai, boulette dans une autre boulette, moi, ça me chauffe. Ça me chauffe énormément. Ben, merci. J'aime beaucoup cette chronique. Le droit à la différence et surtout comment on est perçu dans la société actuelle. C'est très, très, très intéressant. Mais tu vois, ça me fait penser à un truc, et je viens de tilter, mais vraiment au moment où tu as fait cette chronique, parce que clairement, je vais dire un truc, je suis fils d'immigré, je le suis, mais très clairement. Mais si moi je dis ça aujourd'hui, les gens vont pas comprendre, ils vont pas se dire comment ça t'es fils d'immigré de quoi ? Je suis très clairement fils d'immigré. Là, il y a aucun doute. Ma mère n'est pas née en France, ma mère n'est pas française, et pour autant, les gens n'ont pas cette image-là de moi, tu vois ? Non. Tu comprends ? En fait, ils vont tout de suite répercuter dans leur esprit fils d'immigré à certains types de populations. Bah non, en fait, ça veut rien dire. Je suis simplement fils d'immigré et pour autant, voilà, comme tu disais tout à l'heure, il y a plein d'autres choses qui me définissent. Il y a vraiment énormément de choses qui me définissent. Moi, dans mon école primaire, j'étais pas considéré comme un immigré parce que finalement, il y avait d'autres type d'immigrés qui étaient considérés comme des immigrés plus que moi parce que finalement j'avais un autre caractère identifiable qui aux yeux des gens en fait ressortait plus que mes origines. Finalement, collège-lycée, c'est monté parce que j'avais un blaze qui dénotait avec le reste des élèves, vraiment. Hein. J'ai un nom de famille qui a connotation étrangère. Bien sûr. Et finalement, quand tu sors de ce contexte-là, où je me remets dans la société et je tombe sur un autre descendant d'immigrés, lui me voit juste comme un blanc. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est assez frappant de voir, selon ton référentiel, comment le reste du groupe t'identifie sur la base d'un seul critère, souvent. Et ce qui peut être dangereux et réducteur, finalement. Totalement réducteur. Totalement réducteur. Ce n'est que de la réduction, d'ailleurs. Clairement, à chaque fois, quand tu identifies quelqu'un par un seul prisme, tu dis, gros, bah voilà, super. Et tu vois ? Ou blanc, c'est étonnant ou arménien, ou tout. Enfin, et non, en fait, c'est un très mauvais biais, je pense, humain, en vrai, en général. À chaque fois, on se dit, est-ce qu'on est obligé d'identifier quelqu'un et de se dire, lui, il est ça, donc il restera ça. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai l'impression que les gens ont besoin de se raccrocher à ça. C'est quelque chose qu'on a hérité, je pense, beaucoup des États-Unis. Aux États-Unis, il y a eu ce besoin, ce grand mouvement qui a suivi il faut savoir que les États-Unis ont connu la ségrégation il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, pour les Noirs américains, c'était important après d'avoir cet effort d'identification. Et pour eux, c'était à la différence de la France où on a connu l'après-guerre, après nazi, où la notion de race, par exemple, c'était quelque chose de très négatif, de connoté très négatif en France et en Europe en général après l'Allemagne nazie. Aux États-Unis, c'est pas du tout le cas. On parle de race noire, on parle de race blanche, etc. Et même du côté noir, on peut dire, on le revendique en fait. Et en France, à la base, c'était pas du tout le cas. Tu vois, on avait voulu s'éloigner de ce terme-là. Et en fait, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on récupère des choses qui viennent des États-Unis, des mouvements qui viennent des États-Unis, mais qui se prêtent pas à notre système culturel et notre histoire. Et qui se prête plutôt à l'histoire des États-Unis, qui n'a rien à voir avec la nôtre, au final, qui a été marquée par la ségrégation il n'y a pas si longtemps que ça.
Nous, c'est une autre histoire. Il y a l'histoire avec l'Europe contre le nazisme. Et en fait, le mot race n'a pas du tout la même valeur Non, c'est sûr, chez nous à bien la sûr. base que là-bas, tu vois. Donc, je pense que parfois, on récupère des combats et c'est important de se poser et de dire, bon, attends, nous, peut-être qu'on avait avancé sur ces questions-là et en fait, on recommence à poser des questions qui avaient été traitées à l'époque des Lumières, par exemple, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, bon, ça pose réflexion. Mais en tout cas, moi, de mon point de vue, en tout cas, c'est intéressant pour moi. Et comme tu le vois, à travers mon vécu, bah, finalement, on peut vite être réduit. Et cette notion de citoyenneté m'a énormément frappé parce qu'elle dit tout, en fait, cette définition. Elle dit que tu ne te renies pas, mais tu dépasses ton appartenance pour le projet commun. Et c'est ça, en fait. Tu vois. Je suis assez d'accord. C'est une super définition et on a tendance souvent à l'oublier. Et sache que pour moi, tu es Zach dans ton entièreté. J'essaye de reconnaître tous les aspects qu'il y a chez toi et de les valoriser. Voilà. Moi, tu n'es pas qu'un Canadien pour moi. Comment ? Moi, tu n'es pas qu'un Canadien pour moi. Ah bah c'est très gentil, merci. Mais je le suis aussi, mais il faut pas l'oublier. Mais en tout cas, ça ne me définit pas entièrement. Tu as raison. Très belle chronique, merci beaucoup Zach. J'espère que les gens vont pouvoir se poser des questions et se remettre en question aussi parfois sur leur approche de la société. Zach, on va enchaîner. Parce que on se rapproche évidemment de la fin de l'émission, mais il nous reste les recommandations de la semaine, les recos. Oui. Qu'est-ce que c'est les recos ? Chaque semaine, on essaie de vous proposer un petit peu les choses qui nous ont plu, des films, des séries, de la musique, des sorties ciné, des sorties. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Des restos, des boîtes de nuit, des musées. J'en sais rien. Qu'est-ce que tu vas nous proposer un petit peu cette semaine, Zach ? À la base, j'aurais proposé d'Argent et de Sang, on en a déjà parlé. Oui. Ah bah oui, tu vas pas m'escroquer quand même. Non, je t'escroque pas. Il y a quelqu'un dont je voulais parler. Je ne pensais pas du tout parler de cette personne-là. C'est la fille de Will Smith. Ok, alors qui attends. s'appelle Willow Smith. Willow, exactement, ouais. Et cette nana, moi, je l'avais vue, à part sur les tapis rouges, et elle avait essayé de sortir un single il y a 10 ans. C'était pas ouf. Et je m'étais dit, elle a dû finir comme tous les autres enfants de stars, drogués, avec des problèmes... pour le coup, identitaire, et elle ne savait plus qui elle était, où elle habitait, etc. Et en fait, elle a un Insta, et elle est surtout musicienne. Et attention, la musicienne, quoi. Okay. Elle est brillantissime. Et enfin, en vrai, ouais, elle est brillante. Elle joue tous les instruments possibles, imaginables. Bon, après, c'est subjectif. C'est une très, très, très jolie fille. Hein. Ça, je tiens à le préciser. Elle est très belle. Ça pourrait être mannequin. Mais à côté de ça, elle joue et elle chante très, très bien. Et elle a un Insta où elle alimente énormément son compte de petits moments musicaux comme ça, où elle est en studio, où elle joue de la basse, elle joue de la batterie et trucs. Elle est partie dans un délire un peu jazz expérimental, donc pas du tout dans le délire pop ou ni même drill. Elle s'est écartée de tout ce qui est très mainstream actuellement. Elle est dans un truc jazz pointu. Et j'ai bien fermé ma gueule, tu vois. D'accord. Bien fermé ma gueule. Donc, chapeau. Et, parce que c'est dur, quoi, quand t'es quand même la fille de Will Smith et Jada Pinkett, de sortir du lot, quoi. Les deux, enfin, même Will Smith, on réalise pas ce que c'est ce mec. C'est un acteur très très fort et c'est un rappeur à la base. C'est le genre de mec qui sait tout faire, ça, tu vois. Quand t'as eu deux parents comme ça, vas-y, va t'émanciper, tu vois. Même Jada Pinkett, hein, elle était costaud. Bien sûr. C'était la petite copine de Tupac, je veux dire. Et la petite, elle a décidé de se mettre dans la musique, etc. Elle le fait bien, elle est technique et elle triche pas, quoi. Donc, ouais. Bon, après, évidemment que ça doit aider aussi, en termes de visibilité, simplement. Mais ça me fait revenir à ta chronique de la dernière fois. Sans le talent, c'est une valeur c'est un prérequis obligatoire. Après, évidemment, la communication autour et la visibilité, c'est autre chose. Mais en tout cas, elle a le talent et tu nous le certifies. Donc, Willow Smith. Elle a Instagram, du coup, c'est ça? Tu nous as vendu son petit compte Instagram? C'est ça, ouais. C'est quoi tu sais un petit peu le tag? Non? Attends, je vais essayer de le trouver. Je vais le dire tout de suite. C'est pas très compliqué, hein, c'est Willow Smith. Voilà. Donc, allez Willow Smith, tout attaché. Suivre ça. Et puis, de la graine 11 millions de followers, quand même. Hein. 11 pas millions mal, et demi, ouais. Bah écoute, j'irai écouter ça. J'irai écouter un petit peu ce qu'elle fait. Avec grand plaisir. Moi, ma reco de la semaine, c'est très simple. C'est une série sur Netflix qui vient de sortir. Et très honnêtement, j'en attendais rien. Voire même, je pensais ne pas la regarder du tout.
J'ai eu un peu de temps cette semaine, je me suis dit, bon, tant qu'à faire, je regarde le premier épisode et je vais voir ce que ça donne. C'est la série qui s'appelle Anthracite sur Netflix. Une série française. Je sais pas si vous avez pu voir ça. Zach, ça te parle ou pas? Non, Non, j'ai pas pu le voir. Ça parle de quoi? Ça fait penser à certaines choses qui se sont produites dans le passé, notamment des histoires de sectes, etc. Il y a plusieurs intrigues en une, en fait. Ça tourne autour d'une secte, ça tourne autour de mystères dans des grottes, dans des mines. C'est avec l'acteur Attic, je sais pas si tu te souviens, tu vois qui c'est un petit peu, l'acteur de Validé, qui joue l'ancien rappeur. L'ancien rappeur, exactement. Enfin, Attic, oui, qui est toujours rappeur, je crois, et qui joue donc dans cette série avec Camille Lou aussi, pour citer les personnes qu'on est susceptibles de connaître. Je sais pas si tu vois, une habituée aussi des séries françaises. Alors pour le coup, ça fait un peu série française, tu vois, les séries TF1 un petit peu production TF1, etc. Mais en mieux. Tu vois, c'est une série TF1++, avec donc tous les moyens de Netflix, etc. Et honnêtement, j'ai bouffé ça hyper rapidement. C'est vraiment bien foutu et j'ai adoré. J'en attendais pas grand-chose et j'ai été plus qu'agréablement surpris. Et limite, c'est ma reco de la semaine, donc c'est un vrai conseil. Allez voir ça, vous me direz ce que vous en pensez. Il y a certaines choses qui sont un petit peu attendues, où tu te dis oui, il va se passer ça, il va se passer ça. Mais la majeure partie des intrigues, tu ne t'y attends pas. C'est des petits twists qui sont vraiment sympas. Et même la fin de l'histoire, tu ne t'y attends absolument pas. Donc, foncez, c'est plutôt cool. Anthracite, c'est sur Netflix. Ouais. Il me semble qu'on avait une reco de notre très chère Mathilde. Exactement, je l'avais volontairement oublié dans les questions qu'elle a posées en début d'émission. Mais, Mathilde, notre chère auditrice, a une reco culture et c'est aussi une série, visiblement, c'est la série Replay sur Netflix. Elle dit que c'est une pépite. Alors, je ne sais pas, tu l'as vu peut-être? Ou tu en as entendu parler? Non, j'en ai pas vu. Moi, j'avais vu le film Le talentueux Mr. Ripley. Bien sûr. Je pense que ça traite de la même chose. Et moi, j'avais vu le remake avec Jude Law et Matt Damon. Ok. Qui était pas ouf. Oui, c'est ça, il y avait Jude Law dans... C'était le remake, ça, ok. C'était un remake à la base, c'était un film avec Alain Delon. Plein soleil avec Alain Delon. Ouais, ok. Et le film était pas fou. Enfin, je n'avais pas. T'avais pas l'histoire accroché? est passionnante. Ouais, l'histoire est passionnante par contre. Et très intéressante. Et du coup, il est question d'usurpation d'identité, de profit d'un mec qui arrive dans un milieu où il devient envieux, il convoite et du coup il usurpe l'identité pour profiter. Bon, je rentre pas dans les détails, je spoil pas. Mais du coup, et apparemment la série, ça fait pas mal de fois que j'entends qu'elle est canon, donc je vais peut-être pas hésiter à enchaîner là-dessus. J'ai vu la bande-annonce, moi, sur Netflix, ça m'avait pas chauffé. Mis à part une seule chose, c'est que visiblement l'acteur principal, moi je le connaissais parce que c'est celui qui a joué Moriarty dans la série Sherlock. Et Dieu sait que c'était une putain de performance qu'il a proposée dans cette série et que cet acteur est surdoué. Donc en plus, s'il joue l'acteur principal, il y a moyen que ça me plaise énormément. Et on va foncer, Mathilde, on va foncer. Merci Mathilde. Merci beaucoup. Donc 3 recos cette semaine. Donc Anthracite, Willow Smith pour toute son œuvre et la série Replay de la part de Mathilde. On demandera la semaine prochaine à Ando de faire une reco supplémentaire parce que sinon, évidemment, il ne sera pas payé. Mais bon, bref. C'est la fin de cette émission, Zach. C'est la fin de ce duo. Putain, mon Dieu, on a fait ça à deux. C'était un bon moment. Si on s'était vus au lycée tous les deux, 15 ans plus tard. Que dis-je? 15 ans plus tard. Plus, non? Oh bah plus que ça maintenant. Putain, le temps passe trop vite. 20 ans plus tard. Ça fait 20 ans qu'on se connaît. 20 ans, t'imagines? Ouais, je me remets... Attends, 20 ans? Non, 19 ans. Ça fait 19 ans. Ouais, ça fait 19 ans, exactement. On 20 ans fait bientôt. nos 20 ans l'année prochaine. Oh putain, on fait nos 20 ans l'année prochaine. Mon Dieu. Du coup, j'ai passé plus de temps dans ma vie à te connaître qu'à ne pas te connaître. Exactement. C'est incroyable. C'est fou, hein. Ouais, je suis sur le cul. Ouais, moi aussi. Bah écoute, ça me fait plaisir, hein, que ça reste comme ça et que ça ne bouge pas, hein. J'espère. Exact. Tu seras là la semaine prochaine en tout cas. Je serai là la semaine prochaine. Oh, ça c'est une bonne nouvelle. Eh oui, messieurs, dames, mais oui, mes chers auditeurs, car c'est la fin de cet épisode de Glitch. On se retrouve la semaine prochaine, comme on vient de le dire avec Zach. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que vous serez des nôtres la semaine prochaine. Mais vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Partout. N'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner.
D'ailleurs, on le répète à chaque fois, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme de podcast. C'est hyper important. Vous aurez toutes les notifications. À chaque fois qu'il y a un extrait qui sort, vous pourrez l'avoir et avoir cette notification qui vous permet d'écouter directement le podcast. Zach, merci beaucoup. Merci à toi Merci d'avoir à toi. assuré cette émission sans la présence d'Ando, du grand Ando. Et avec brio. Et avec brio. Merci encore pour cette chronique qui m'a fortement interpellé. J'espère qu'on se voit la semaine prochaine. Tu m'as dit oui, mais j'ai envie que tu me le répètes. Tu es en train de me porter malheur là parce que tu me poses jamais cette question. Là, j'aime Bah pas alors du tout. J'ai l'impression que Bah je vais alors mourir cette semaine. Ça me plaît Non, pas. non, oui, je serai là. je touche du bois. Tu seras avec nous la semaine prochaine. Je te fais plein de bisous. Et vous, chers auditeurs, on vous fait plein de bisous aussi. La bise.